Merci pour les patients. Oui, désolé, ça arrive. C'est ce genre de choses. C'est ma faute. Je me suis planqué très très loin en France périphérique. Hein, donc, vous savez, là où il y a tellement de morts que le Covid est passé inaperçu. D'accord, je vois. Voilà. Donc, bon. Alors. Reprenons les bonnes nouvelles. Voilà, reprenons mon cher Pierre, on en était à la peur qui est la nôtre, c'est qu'on nous fasse passer une crise économique à l'as, sur le dos des Chinois, du pangolin, de machin, de trucs. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que de toute façon, on est bien d'accord, vous et moi, que la crise économique, ça va être les Français qui vont la payer, c'est toujours les prolos qui payent, mais que cette fois-ci, on ne puisse pas faire ce que vous aviez fait en 2008, ce que nous avions fait aussi, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas mettre en responsabilité les gens dont c'est la faute. Parce que je pense qu'ils vont mettre tout l'effondrement économique sur le dos si vous voulez, sur le dos du Covid, et ça a déjà commencé. L'Allemagne a demandé, je crois, des milliards d'indemnisations à la Chine, ce qui quand même devrait faire hurler tout le monde, de rire. Justement, alors là-dessus, je souhaiterais aborder un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai déjà abordé sur quotidien.com, mais qui vous tient à cœur aussi. Ça concerne le laboratoire de Wuhan. On sait que ça a été financé en très grande partie et construit par les Français. Oui. J'ai quand même une question, enfin même deux questions très importantes en ce qui concerne ce laboratoire d'où le virus s'est échappé. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi le département de la Défense américain a financé ce labo, première chose, et pourquoi parmi le personnel on trouve une médecin précisément, qui se trouve être également une salariée de Facebook et qui fait la chasse aux fausses news scientifiques. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Et si on regarde, vous me donnerez votre analyse parce que vous êtes très très bon là-dessus, à qui ça profite? À qui le virus profite? Le virus, aujourd'hui, le gagnant absolu, ce sont les Américains, du moins le deep state américain. Ils ont flingué toute la politique économique de Trump, qui était en passe il était en passe d'être réélu les doigts dans le nez. On en avait déjà parlé ensemble il y a quelques temps. Première chose. Deuxième chose, ils ont détruit, la Chine en disant que oui, ils leur font porter en fait cette immense responsabilité de milliers de morts. Et surtout, ils masquent la faillite totale du système financier. Et par là même, n'oubliez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le cœur nucléaire, la Deutsche Bank, c'est en Europe et c'est pas aux États-Unis. À nouveau, je maintiens, et c'est en Italie. Voilà. Donc, à qui profite le virus à 100%? Aux Américains, du moins au deep state américain. Voilà. Vous êtes extrêmement bon là sur ces sujets-là, mais moi tout ce que je constate, c'est que permettez-moi juste d'ajouter un truc. Jacques Attali, Bill Gates, dans le magazine George de 98, vous expliquez déjà qu'il y aura une pandémie. Vous avez une doctoresse plutôt, qui travaille dans le même numéro du magazine américain George, qui vous explique qu'en 2020, il y aura une grande pandémie. C'est magnifique. Non, mais c'est extraordinaire. La fille l'a balancé le plan tel quel. Je veux dire, comment en 1998 ou 97 peut-on annoncer avec tant de certitude? C'est un peu comme si nous, on disait, tiens, tel jour, en telle année, en 2023, il y aura une épidémie de la peste, je sais pas moi, au Portugal. C'est impossible. Je veux dire, il y a des statisticiens, parmi nos spectateurs. Je les invite à calculer quelle chance il y a pour qu'un truc annoncé en 98 se passe exactement en 2020, tel que prévu, avec une pandémie et qui, je précise, touche les poumons. Magnifique, non? Voilà. Donc, Jacques Attali n'est pas du tout
un mystique, machin, etc. C'est un enfoiré de première, parce qu'il avait le plan, il demande le gouvernement mondial, comme vous le savez, exactement comme Gordon Brown. Et tous ceux qui ne nous croient pas, allez sur quotidien.com, vous avez toutes les captures écran, les documents, etc. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer sous nos yeux. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'on est des esclaves. Vous savez, c'est un peu comme ce que disait Raymond Aron, le spectateur engagé. Nous, on est confinés, vous voyez. Et puis, juste une dernière chose, vous avez vu la manière dont ils ont imposé ce confinement. C'est typiquement les travaux de la CIA sur la torture mentale que Naomi Klein a dénoncé et expliqué dans son livre « La stratégie du choc ». Voilà. Donc, pardon d'avoir été un peu… Très bien. Alors, à titre… moi, je vais raisonner par rapport à toutes les hypothèses que nous avons. Oui. Premièrement, il y a une chose que je tiens à dire. Ce virus, quoi qu'on pense de lui, n'est pas une arme. C'est pas les Chinois qui ont… Parce que si vous voulez attaquer un ennemi avec une arme bactério, vous prenez une arme bactério efficace. Vous prenez un variolique… Vous ne la balancez pas chez vous, déjà. Premièrement, vous ne la balancez pas chez vous, minimum de logique. Mais surtout, vous n'employez pas un Covid, donc Covid-19, ça veut dire 19e Covid. Donc le Covid, c'est une grande maladie des maladies, la grande famille des maladies respiratoires, dont est la grippe, par exemple. Donc, si vous voulez, vous n'utilisez pas ça comme arme bactério. Vous utilisez une arme efficace. Le cas typique, c'est ce qui terrorise le plus, c'est la variole. C'est une maladie qui est à la fois très contagieuse, comme l'était la rougeole, et à haute mortalité. Donc, et en plus, on ne vaccine plus, enfin, on ne prépare plus les gens contre la variole depuis longtemps. Juste une parenthèse, Pierre, juste une petite parenthèse. Vous avez vu Montagnier, mais il y a eu d'autres spécialistes qui l'ont dit avant. Vous avez Montagnier qui a dit ce virus est le résultat de fabrication humaine. Il n'a pas été le seul à le dire, hein, je ferme ma parenthèse. Il n'a pas été le seul à le dire, et puis surtout, si vous voulez, moi je veux bien, il y a une méthode d'hygiène mentale, et j'aimerais qu'on la respecte tous. Et ça vaut aussi pour le professeur Raoult. J'estime, Pierre, que toutes les professions ne se valent pas. Et j'aime moyennement, alors vous me direz, moi j'en viens de famille, mon père l'est, etc. Mais oui, si vous voulez, le médecin, précisons-le. Si vous voulez, on ne parle pas des médecins comme on parle des hommes politiques ou de certains types de journalistes. Parce qu'un médecin, ça doit réagir quand quelqu'un est en train de convulser devant vous ou de faire un arrêt cardiaque devant vous. Vous le sauvez. Vous devez sauver un homme. Voilà. Si vous voulez, 90% des gens, et je leur souhaite, ne connaîtront jamais ce qu'est le poids de sauver quelqu'un physiquement. Donc, si vous voulez, moi, quand on m'a dit Montagnier escroc, Montagnier, il a fait 2-3 travaux quand même, mine de rien. Oui, quand même, au passage, quoi, pour savoir. Et surtout, la science va avec l'hypothèse. Si vous portez un jugement personnel sur celui qui porte une hypothèse, vous n'êtes pas un scientifique et vous vous interdisez de penser. Nous ne savons pas d'où est venue cette chose. Montagnier, lui, et il n'est pas le seul, pense qu'il est de fabrication humaine. Alors, question, pourquoi l'aurait-on fait? On l'aurait fait tout simplement, c'est d'ailleurs ce que font les laboratoires P4. Ils essayent de faire muter des virus pour tester nos molécules. Et parfois, il y a des ratés. Je vais vous donner un exemple qui avait été levé par un très grand oncologue qui est Gérard Delépine. Eh ben, il a failli avoir exactement le même incident à l'Institut Pasteur il y a 4 ans. Exactement le même. C'est-à-dire qu'on a retrouvé une souche, et une souche dangereuse pour le coup, en haut d'une armoire. Ça peut arriver. Si vous voulez, je ne dis pas, je n'excuse pas. Il n'est pas tombé du camion, il est tombé de l'armoire, quoi, c'est ça. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, vous me direz, c'est des lieux très sécurisés. Et c'est un fait. Toutefois, une erreur humaine est possible. En tout cas, ce n'est pas une arme. Parce que ou alors les Chinois sont des débiles mentaux, et ça, je refuse d'y croire. Alors, parenthèse, objection, on va dire ça comme ça. Oui. Vous qui êtes un spécialiste du renseignement, vous savez pertinemment que tous les grands patrons du renseignement disent la même chose. Dans notre monde, il n'y a pas de coïncidence.
Expliquez-moi comment se fait-il qu'à chaque fois que le système financier est en train de s'effondrer, ce qui était le cas en 2009, je vous le rappelle, après l'explosion du 29 septembre, hein, donc c'était quoi eh bien, vous avez, bim, une pandémie. Et je vous rappelle que là, la réaction est pareille, hein, c'est-à-dire explosion en septembre, octobre, novembre, décembre, et la pandémie déclarée officiellement par l'OMS en 2009, je crois que c'était mars-avril aussi, hein, il me semble, hein, peu importe. Et ben là, les banques étaient en train de tomber, et vous avez tous les graphiques sur quotidien.com. Hein, on voit que le feu a repris brutalement au mois d'octobre, enfin mi-septembre. En octobre, c'est monté, puis là, ça a été rough en novembre. Et là, pareil, on voit le temps de réaction. Donc là, il y a deux écoles, on est bien d'accord. Mais je me range plutôt du côté des spécialistes du renseignement. Pour le coup, dans ce monde, il n'y a pas de coïncidence. Voilà. Attention. Après, ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a, là par exemple, en France, on est pour cette année, on a 2 à 3 Covid qui attaquent en même temps. Ils attaquent le même gibier, c'est-à-dire souvent des personnes âgées avec déjà plusieurs pathologies. Bon. En réalité, une pandémie, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un phénomène biologique, mais c'est également un phénomène, disons, d'amplification et des représentations. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, et ça, un anthropologue de la santé suisse l'avait très bien traité, si nous faisions une telle communication tout aussi alarmante sur les 500 morts tous les jours, et je dis bien tous les jours, du cancer, sur les morts de la grippe hivernale, qui tue quand même 20 000 personnes par an sans que qui que ce soit ne trouve rien à dire, si nous faisions une telle, et c'est ça le problème, c'est ça qui a été décidé, c'est on a décidé de communiquer par la peur. D'accord. Donc là, vous abordez le troisième volet, si je peux dire, de cette affaire, c'est les médias. Hein, on est d'accord. Indépendamment du fait que le virus est méchant. Hein, mais le virus est méchant. Le problème, c'est que si le virus est méchant, mais moi je le dis, et le professeur Raoult avait fait un rapport en 2003. En 2003. Nous nous sommes habitués à avoir entre 15 et 20 000 morts de la grippe, plus les séquelles. Et je rappelle que la grippe… Sans en voir tout un plat. Voilà. Et on s'est habitué à ça, comme un pays du tiers-monde, on s'est habitué à ça, pourquoi pas, au fur et à mesure que Bruxelles nous a demandé, à 63 reprises, je le rappelle, d'abaisser nos budgets de santé. Voilà. Et entre autres, ça s'est fait dans le nombre de lits. Hein, pour la France, c'est très simple. 150 000, redonnons-nous. 150 000. 150 000 lits supprimés, juste pour que la France puisse rembourser les bons du Trésor de ces escrocs d'Américains qui nous endettent avec leur photocopieuse. Non, mais c'est incroyable, quoi. Ils nous endettent avec la photocopieuse et nous, on paye avec nos lits d'hôpitaux. Et on a payé avec nos morts. Là, on a payé avec tous les parents, les grands-parents qui sont morts, qu'on a laissé mourir dans les EHPAD. C'est absolument scandaleux. Excuse-moi, je me suis vraiment énervé là, mais ce gouvernement, c'est un gouvernement de criminels. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Agnès Buzyn qui met la chloroquine. Non, mais attends, c'est génial là. C'est signé. C'est signé. Elle a signé avec son sang. Là, c'est un pacte satanique quasiment. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, un médoc qui est en vente depuis des années, depuis 50 ans, ah, mais brutalement, vite, c'est vénéneux. Ça va, quoi. C'est comme si du jour au lendemain, on mettait l'aspirine parce que l'aspirine pourrait soigner le virus, le prochain virus. On interdit la vente de l'aspirine. C'est exactement la même méthode. Je rappelle, c'est des criminels. Agnès Buzyn devra être traduite en compte, qu'est-ce que je dis, devant un tribunal. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les tribunaux sont tenus par… bon, on en a déjà parlé ensemble, hein, par toute l'extrême gauche, etc., ou aux ordres et surtout… Ah, mais là, on va être très clair. Nous avions interrogé quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est l'avocat Régis de Castelnau, qui est un de ceux qui est en train de travailler sur les poursuites. Oui. Des infractions et des infractions caractérisées, comme l'infraction de sabotage, par exemple. C'est-à-dire des choses rares à caractériser, mais là sont pleinement caractérisées. Ce sont des sabotages, par exemple, dans le code pénal, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Les masques. Les masques. Vous avez des mises en danger délibérées, Madame Sibeth Ndiaye, qui d'ailleurs a une belle tête d'exemple. Il faut qu'elle se méfie, parce qu'entre
l'arc-en-ciel Sibeth Ndiaye, le blaireau Édouard Philippe, le fusible Agnès Buzyn et le sous-fusible qui est Jérôme Salomon, Emmanuel Macron n'hésitera pas à tous les sacrifier, et y compris d'ailleurs le VRP Véran. Tous ces gens-là nous sont donnés en pâture pour que Macron puisse être réélu. Attendez, il n'y a pas que François Hollande, je vous rappelle que c'est lui qui a supprimé le plus de lits. Tout à fait. François Hollande et de Sarkozy également. Là, c'est pas juste l'équipe de Macron, il ne faut peut-être pas tout lui mettre sur le dos. Macron est à la fois en réalité, Macron est un symptôme aggravant. C'est-à-dire que Macron est une séquelle du virus, le pire qui est l'européisme. Nous avons un nombre de morts, et nous l'attendions malheureusement, vous et moi, à ce moment. L'UE, maintenant, a le sang des Grecs sur les mains, ça fait déjà un bon moment. Elle a maintenant le sang des Italiens et le sang des Espagnols. Pourtant, Dieu sait que l'Espagne a été loyale à l'UE européenne, même à l'Allemagne. Exactement. Et aujourd'hui, c'est le sang des Français, ça y est, ça commence. Avant, on avait les morts invisibles de la construction européenne. Maintenant, on a les morts visibles. Bon, pourquoi pas. Tout à fait, bien vu. Et pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, la première chose qu'il a fait, c'est de dire « je ne fermerai pas les frontières ». C'est-à-dire, entre la sécurité des Français, au nom de cette excuse débile, les virus n'ont pas de passeport, oui, mais les porteurs de virus en ont. Hein, le virus ne prend pas l'avion, c'est le porteur qui prend l'avion. Non, mais vous savez ce qui est extraordinaire de crétinisme. Non, mais attendez, ce qui est extraordinaire avec cette affaire, c'est que nos frontières en ce moment même sont ouvertes, mais vous et moi, on n'a pas le droit de bouger, de dépasser 100 km. Non, mais attendez, mais c'est des tarés. Ils sont malades. Mais le problème, c'est que c'est tellement visible et on a l'impression, si vous voulez, que. Je vais vous donner mon sentiment. J'ai l'impression qu'ils cherchent à humilier psychologiquement les Français à chaque occasion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, là, c'est le Sibeth Ndiaye, effectivement, un masque, c'est compliqué à faire. Est-ce que les Français sont si stupides que ça? Est-ce que le coefficient intellectuel moyen des Français est au niveau du sien, c'est-à-dire 20 ou peut-être 0, je ne sais pas. Je ne crois pas. Hein, je ne crois pas. Voilà. Donc, il y a une humiliation permanente. Il y a une humiliation des commerçants. L'exemple des fleuristes, on en a parlé en ouverture. Je veux dire, pourquoi l'épicier a le droit de vendre du muguet le 1er mai et le fleuriste n'a pas le droit d'ouvrir? Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et tout est comme ça. Vous avez vu que le gouvernement a demandé à Air France de ne pas vendre de billets qui nous permettraient d'aller, par exemple, de Paris à Nice ou à Cannes ou à Marseille, hein, enfin, ou à Toulon. C'est quand même incroyable, quoi. Attendez, je vous donne un autre exemple. Sur quotidien.com, vous avez un autre graphique qui a été fait par, je crois que c'est le Télégraphe de Londres, le nombre de morts par habitant, hein, parce que c'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit? Israël est le pays qui a été le moins touché. Ensuite, je crois que c'est le Portugal. Enfin, vous avez toute la liste. La France est tout à l'arrière. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire de virus. Et vous regardez les Russes, vous regardez tous les pays de l'Est, la Lituanie, etc., qui vous disent, vous buvez de la vodka, il faut que ça passe. C'est ce qu'a fait la Norvège aussi. Elle dit, voilà, ben, on met une précaution, mais on ne va pas tout arrêter. Et ils ont moins de morts que nous. Ils ont moins de morts que nous. Alors, là, il faut distinguer plusieurs moments. Premièrement, Agnès Buzyn, il faut voir pour nos amis, avant d'arriver sur les conséquences économiques, où je le vois dans le chat, nous sommes attendus très cher. Mais il faut bien que les gens comprennent ce qui est en train d'avoir lieu. D'abord, pourquoi des pays, par exemple, prenons le cas d'Israël, pourquoi Israël y est très bien arrivé? Parce qu'Israël, j'ai mon correspondant en Israël qui me l'a expliqué, eux, ils ont fermé les frontières au premier signe. Et eux, quand ils ferment les frontières, ne vous inquiétez pas. Oui, ça fermait les frontières. C'est-à-dire que la communauté sur BFM nous explique qu'il faut ouvrir nos frontières, mais dès qu'il s'agit de l'heure, c'est tout de suite, c'est fermé en 2 secondes, quoi. En tout cas, l'État israélien, lui, a fermé et a fermé convenablement. Et a même cadenassé certains quartiers intérieurs, comme les quartiers religieux, etc. Bon. Or,
le grand problème, c'est que Emmanuel Macron a fait un choix dès le début de cette crise entre la sécurité des Français et le marché intérieur européen. Je sauve le marché intérieur européen. Je vous l'avais dit dès qu'il est arrivé. Oui, c'est exact. Il nous tuera. Vous avez dit deux choses, Pierre-Yves. Alors c'est très curieux d'ailleurs, parce que vous me rappelez ça. En fait, il y a très peu de gens en France qui ont annoncé vraiment ce qui allait se passer. Il y a vous, je me souviens très bien. D'ailleurs, c'est disponible sur une des revues de presse qu'on a faites ensemble. Je vous avais demandé d'expliquer ce qui va se passer donc avec l'élection de, je ne sais même plus, je crois que c'était Hollande. Et vous aviez répondu clairement, nettement, précisément, ça sera progressivement la fin des libertés individuelles. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? On est dans une dictature, ni plus ni moins. La France, c'est le seul pays qui doit remplir, les Français doivent remplir un papier. Je m'autorise à sortir pour faire pipi. J'ai demandé la permission à Madame Macron. Hein, voilà. Non mais attendez, mais c'est quand même incroyable. Une volonté d'humilier les Français. C'est une humiliation de la population. Il y a quelque chose de... Ça leur plaît. Non. Pardon? Et ça leur plaît. Quand on les connaît, ça leur plaît. Mais bien sûr, oui. Il y a une détestation profonde. Et le pire, c'est que là, pour le coup, il ne faut pas en vouloir à Macron. Les autres détestaient la France aussi, mis à part que Macron. On est tout à fait d'accord. Hollande encore plus. Macron, il l'assume. Et d'un côté, nous devons lui rendre cette justice. Parce que lui, au moins, il s'en cache pas. Il voit le peuple comme un adversaire. Et d'un côté, vous savez. Merde. Non, mais. Bon, on doit l'en remercier parce que sa haine fait sortir les gens de leur torpeur. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que la haute bourgeoisie l'aime tant. Il a crevé les yeux, il a coupé les mains. Ce que la droite avait promis. Hein. Exactement. Et sinon, on ne l'aurait pas fait. Vous savez pourquoi? Par une phrase de M. Pascal Lamy qui connaît bien le coin. Il avait dit, vous savez, pour faire ce que nous faisons, donc pour libéraliser, il faut être de gauche. La droite a trop honte. Oui. Et en réalité, c'est la droite a trop honte qui est important. Et pour ces gens, le peuple français, la France n'est pas grand-chose. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Startup Nation. Ça veut dire quoi, Startup Nation? Tiens, justement, rappelez-vous Hollande, dans le livre d'entretien avec les deux journalistes du Monde, il a parlé Un président ne devrait pas dire ça. Exactement. Il a dit que la France sera fractionnée ou partitionnée. Oui, il parlait de la partition. Alors, vous pouvez expliquer ça à nos spectateurs parce que c'est important. Ah, mais c'est très simple. Alors, il faut que vous compreniez déjà que Flamby passait 60 à 70% de son temps, ça a été calculé par son propre cabinet, avec les journalistes. Par exemple, le soir du Bataclan, il sort de son bureau avec son conseiller en com. Pas de spécialiste de sécurité intérieure, pas de GIGN, pas de généraux, rien. Conseiller en com, pourquoi pas? Et donc, il va nous faire Guimauve le Conquérant, bon, pourquoi pas? Et en réalité, Hollande, n'oubliez pas que son père était à l'OS, donc il a une culture d'extrême droite à la base. Il est entré au PS parce qu'il y avait de la lumière, hein, c'est ce qu'on appelle la méthode Fabius. Fabius, c'est exactement pareil. Et en réalité, il cache ses avis profonds, culbutaux, et là, comme il savait que c'était terminé, qu'il n'allait pas se représenter, il s'est permis d'aller un ou deux... il s'est permis d'étaler le mépris qu'il avait de sa fonction, vu qu'il a dit aux deux journalistes du Monde, tiens, entre la porc et le fromage, tiens, tu sais, j'ai fait une opération homo, tu vois, j'ai fait buter de terroristes. Je vous rappelle que quand nos services doivent mordre, ça relève du secret défense. Mais a priori, François Hollande avait oublié de dire ça dans la c'est pas grave. Et puis à un moment, il leur dit, ouais, mais tout ça, ça va aller à la partition. Alors les journalistes du Monde qui jouent les ravis de la crèche, hein, je vous rappelle... je vous rappelle que pendant que certains essayent de faire de la réinformation sérieuse, la grande presse a d'autres sujets de préoccupation. Hein. Le Nouvel Obs, par exemple, vous conseille de... C'était une blague, hein, franchement, je voulais... Non, c'est pas une blague. Je vous dis que c'est pas une blague. Le Nouvel Obs vous conseille l'autofellation pour le confinement. Mais d'un côté, c'est le seul... Et il ne faut pas leur en vouloir. C'est le seul circuit court producteur-consommateur que la gauche libérale autorise. Donc,
J'ai une pensée pour Claude Perdriel, avec lequel j'ai commencé tout jeune journaliste. Non, mais même Claude Perdriel, qui est un ingénieur brillant, n'aurait jamais imaginé avoir un tel article dans son. Heureusement qu'il a vendu, hein, parce que c'est vraiment. Non, mais vous voyez, le problème, c'est que dans toute cette presse, un sujet sérieux, c'est comme un coup de feu dans un salon bourgeois. Revenez à la partition. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En réalité, il disait, comme on fera rien, parce que rien faire, Flamby, il connaît. Oui. On va faire ce procès-là. Comme on fera rien, bon, il y aura nécessairement une guerre civile et puis peut-être une partition. Mais il vous dit ça entre la poire et le fromage, Flamby. Il vous balance ça comme ça, le tien, et on a une partition. C'est extraordinaire, quoi. Ça lui a échappé. Pour qui connaît un peu François Hollande, qui, je vous le rappelle, a été le plus long secrétaire de l'histoire du Parti socialiste, ce qui prouve que c'est quelqu'un de méchant. Parce qu'il faut être très méchant pour tenir le Parti socialiste, croyez-moi. Et le grand problème, c'est que Hollande, s'il y a une partition, lui, il imagine qu'il sera du bon côté de la barrière, comme toujours. Donc, résultat, ce qui peut arriver au pays. Mais partition, ça veut dire quoi? Ça veut dire le territoire divisé. Très simple. Ça veut dire des enclaves internes au territoire français, des wilayas, comme il y a eu en Algérie. Donc, c'est-à-dire des enclaves étrangères sur notre territoire. Oui. Et avec une administration parallèle, etc. Monsieur Colomb l'avait dit en partant, nous étions côte à côte, nous serons face à face. C'est exact. Et en réalité, ce n'est même pas la guerre civile que ces gens-là attendent. Ils utilisent le spectre de la guerre civile pour garder le pouvoir. D'accord. Parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils veulent dire aux Français qui aiment la France, et dans lesquels d'ailleurs il y en a aussi dans les banlieues, il ne faut quand même pas non plus, oui, tout à fait. si vous voulez, de dire c'est nous, c'est-à-dire c'est nous qui gardons la clé, ou c'est la guerre. Donc, tant que vous continuerez à nous élire grâce au fameux joker magique Marine Penleu, dit la carte de la chèvre crevée, vous pourriez faire élire n'importe qui contre. Tant que vous nous élirez, il n'y aura pas la guerre. Si vous ne nous élisez pas... C'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que Macron, par exemple, à Pâques, c'est pas si vieux que ça, il a totalement oublié, effectivement, de souhaiter une joyeuse Pâques aux catholiques français ou aux chrétiens. Voilà. Allez vous faire bip. C'est extraordinaire. Alors que, par exemple, la maire de Paris, où ils sont, même Macron, le premier à souhaiter le ramadan, machin. J'ai même vu sur BFM, chaîne de télévision israélienne, je le rappelle, je ne le rappellerai jamais assez. C'est une chaîne de télévision israélienne, elle n'est pas française. C'est problématique, tout à fait d'accord. Voilà, on a vu l'interview d'Apolline Malherbe qui a posé la question. Non mais attends, j'avais honte pour elle, quoi. Je veux dire, où alors est votre look, machin, mais attends, on est en train de parler de sujets sérieux. Qu'est-ce qu'elle en a à battre qu'il ait une barbe? Non mais attends, ou qu'il ait des cheveux, etc. Enfin, ou qu'il ait une bague. Il a une bague. Non mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ils essayent. Voilà, la chaîne de télévision israélienne, je rappelle, BFM, Altis, ils ont quasiment les mêmes actionnaires que Gilead, le laboratoire qui doit sortir le. Voilà. Et Raoult a anéanti leur plan. Voilà. Vous mettez les populations sous cloche par la peur médiatique. Ça vous permet d'abord déjà d'éviter qu'on vous demande des comptes sur des conflits d'intérêts, dont le principal dans cette affaire, c'est le conflit d'intérêts c'est la convergence d'intérêts qui s'est fait contre le professeur Raoult. Parce qu'à la rigueur, bon, les gens qui ne veulent pas être soignés et qui ne veulent pas être soignés avec son protocole, ils en ont tout à fait le droit. Parce que la seule chose que Raoult a demandé, c'est la liberté médicale. Absolument, absolument. Vous avez demandé que ça. Bon, or, moi je suis désolé, les médecins, parce que les médecins aujourd'hui vivent dans la terreur du Conseil de l'ordre des médecins, qui, je le rappelle, est une institution. Et de procès. Tout à fait. Le Conseil de l'ordre, il faut bien que vous voyez ce que c'est, ce sont ce qu'on appelle des médecins administratifs, c'est-à-dire des médecins qui ne voient plus de patients pendant un très long moment et qui, disons,
et qui font avant tout, je vous donne un exemple, l'actuel patron du Conseil de l'Ordre des médecins est un généraliste du 93 qui est respectable en soi, sans problème, mais il se permet de parler de Raoult, enfin, si vous voulez, de quel droit, quoi. Moi, et ça, que personne prenne ça pour un manque de respect, mon père est médecin de terrain. Donc, et médecin de terrain et médecin chercheur en hôpital, ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers. Vous voyez, si vous voulez, vous êtes journaliste, un imprimeur est aussi du monde de la presse, mais vous ne faites pas le même métier. On est d'accord. On est bien d'accord. Bon, donc, en réalité, la seule chose que Raoult a demandé, c'est la liberté médicale, qu'on le laisse soigner ses patients. A priori, chez lui, les patients survivent. Non, mais justement, Pierre-Yves, vous voyez bien que les médias ont été utilisés. Et d'ailleurs, j'ai publié sur mon fil Twitter quelqu'un qui a fait il y a à peu près 30 ou 40 profils Twitter différents, bien sûr, et qui utilisent quasiment, qui font du coupé-coller avec les mêmes fautes d'orthographe, le même début de phrase, etc. Ça doit être fait au Maroc ou en Tunisie ou Dieu seul sait où, pour démolir le processus du professeur Raoult. Et moi, en tant que journaliste, si vous voulez, ce qui est étonnant ici, c'est qu'on voit bien qu'il y a un cabinet noir à l'œuvre pour démolir Raoult et pour sauver les fesses des actionnaires de Gilead, dont BlackRock. Et là, on retrouve, hein, je rappelle que Macron a donné nos retraites à BlackRock en disant formidable, mettez votre argent, mettez votre retraite dans le cours des actions à Wall Street. Ben, on a vu ce que ça a donné au mois de mars, hein, moins 40% dans la gueule. Hein, donc c'est moins 40% sur vos retraites, hein, si vous acceptez ça. Donc vous voyez, il y a quelque chose de fondamentalement tellement pourri, et ça se voit maintenant. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'ils se cachent même plus. Donc ils sont sûrs de leur coup. Non, mais justement. Revenons sur le terme Startup Nation. Les gens n'ont pas analysé. C'est quoi, dans l'esprit de la plupart des gens, c'est quoi une startup? C'est quelque chose que vous faites grandir et qu'après vous vendez pour avoir des rentes. Et en réalité, Macron ne vous a pas parlé de la France. Il vous a parlé de ce qu'il entendait faire du pays. Voilà. C'est-à-dire, il fait grandir, il vend, et lui, il rêve d'être milliardaire. Il en a, le pays, de toute façon, le pays, il en a strictement rien à foutre. La preuve, la preuve, enfin, si vous voulez, les gilets jaunes l'ont compris. Les moins que rien, les analphabètes, etc. Ou un costume, je ne sais plus. Enfin bon, il les a accumulés. Voilà, il les a accumulés. Il y a un mépris de classe qui est tellement puant que c'en est choquant. Enfin, je sais pas, je n'ai jamais vu ça, quoi. Mais attendez, toute son équipe est pareille. Ceux qu'on appelait les mormons, dont il ne reste que Sibeth Ndiaye, et dont le plus puissant était Alexis Kohler, qui est toujours d'ailleurs quelque part tapis dans l'ombre, il suinte la haine de la France à en crever la gueule ouverte. Et le grand souci, c'est que ces gens qui ne raisonnent que par la fluidité, que par les réseaux, ces gens-là ont préféré, pour sauver, encore une fois, l'idée européenne qui est leur grand totem, vous savez pourquoi? Allez-y. Parce que plus il y aura d'Europe, moins il y aura de France, tout simplement. Oui, on est d'accord. C'est aussi simple que ça. Ce serait, je ne sais pas, la grande Eurasie avec un tsar Poutine, ils le feraient aussi si ça leur garantissait à la fois les mêmes avantages et de pouvoir faire disparaître ce pays qu'ils détestent tellement. Si vous voulez, il y a une phrase dans le Taxi pour Tobrouk qui les résume très bien. Si vous voulez, il y a un moment, il y a un des personnages qui dit mon père, il est à Vichy, il a le loyalisme dans le sang. Ouais. Hein, si les Chinois à débarquer seraient mandarins, et si les rois africains débarquaient, c'est ça. Si les Grecs, et là il dit ouais bon, parlons d'autre chose, mais vous voyez, c'est ça. C'est n'importe quoi plutôt que ce peuple que nous haïssons profondément, dont nous avons la chance d'appartenir à autre chose et d'avoir, si vous voulez, cette d'avoir cette nation de substitution qui est l'Europe, qui est le fanatisme de la haute administration française. Et là, alors qu'ils ont comment dire, là ils avaient arbitré avec des morts. Ils avaient arbitré avec des morts.
Eh bien, ni une ni deux. D'ailleurs, les frontières françaises sont toujours pas fermées. Donc, alors que la Serbie l'a fait, enfin, si vous voulez, c'est des pays infiniment plus pauvres que nous l'ont fait. Mais là, il n'y a pas voulu, si vous voulez, ils n'ont pas voulu pour des raisons d'abord idéologiques. Ensuite, ils ont traité l'affaire se rendant compte que mieux valait le confinement pour pouvoir, si vous voulez, faire place nette de l'opposition politique. Et ils se sont rendus compte que le confinement était en termes de santé publique une connerie. Bon, c'est pas grave, oui, ils l'ont fait. Justement, je veux faire parce que je vais revenir là-dessus dans la revue de presse de lundi, mais j'attire l'attention de nos spectateurs, lecteurs, qu'on nous a dit, et je pense que vous serez d'accord avec moi là pour le coup, on nous a dit il faut rester confiné, restez chez vous. Et moi, je vois passer une dépêche Reuters ou je ne sais plus laquelle. Alors, je ne sais plus dans quelle prison, mais je crois que c'est à New York, où vous avez 80% de la population carcérale qui est atteinte du Covid. Alors, attends, qu'on m'explique comment c'est possible, puisqu'on nous dit c'est le confinement. Vous ne pouvez pas être plus confiné qu'en prison, hein, c'est clair. Donc là, il y a fondamentalement un sacré problème, un sacré mensonge. Je veux dire, ça m'est apparu. J'ai dit, mais attends, mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Je veux dire, c'est normalement. On nous a expliqué confinez, restez chez vous et le virus ne va pas se répandre. Et là, vous avez dans toutes les prisons les mecs qui sont complètement tous atteints. Et d'ailleurs, vous avez vu, Madame Belloubet a libéré les prisonniers à cause de ça. Donc les prisonniers, eux, on les libère et les Français, on les met en prison. Mais est-ce que vous réalisez l'absurdité, l'insulte, l'humiliation de cette. J'allais dire. Je vais vous donner un exemple très précis pour vous faire voir à quel point je la mesure. La sorcière rousse, là. Hein, je vais vous dire à quel point je la mesure. Est-ce que vous vous rappelez du petit marin? Un gosse qui s'était interposé lors d'une agression et qui a été quasiment battu à mort et qui va rester handicapé à vie par une petite frappe de merde. Et bien, la petite frappe qui devait passer 7 ans en prison en a passé 3,5 et vient d'être libérée par Mme Belloubet du Covid. En effet, oui, voilà, c'est une humiliation systématique. En fait, on voit bien, si vous voulez, qu'ils veulent. C'est une humiliation psychologique. Et je peux vous garantir que ce confinement va donner lieu à des problèmes cardiaques, à des problèmes de réadaptation à la vie normale. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de blessés et même de décès à la sortie de confinement que pendant. Non, mais je suis très sérieux. On a aussi l'association des pédiatres vient déjà de faire des communications alarmistes qui d'ailleurs n'ont pas eu l'air de faire peur à qui que ce soit sur les problèmes psychologiques des gamins qu'on va mettre des semaines, voire des mois. Les équipes pédagogiques vont mettre des mois à les éponger. Si vous voulez. Et en plus, si vous parlez de sécurité internationale, nous avons nous avons des vadémécum en cas de grandes épidémies. Bon. Oui. Dès 2016, à peu près, énormément de pays, disons, avaient les mêmes. D'ailleurs, ils ont été appliqués en Corée du Sud, à Singapour, etc. Bon. Et c'est pour ça qu'on a des épidémiologues de génie, type Raoult, etc., parce que ces gens-là ont fait des vadémécum pour résister à ce type de pandémie qui sont disponibles depuis des années et que des tas de pays ont fait. Et la preuve, le Sénégal l'a très bien fait, la Côte d'Ivoire est en train de le faire relativement correctement, le Kenya est en train de bien le faire. Donc, si vous voulez, faut pas être super riche ou avoir une élite hors du commun que le monde entier nous envie. D'ailleurs, si vraiment je lance un appel au monde, je lance 2 appels. Au monde ou non, au monde, les vrais gens du monde. Je lance 2 appels. Si vraiment vous admirez Jupiter, vous pouvez venir le chercher. Ça nous fera beaucoup de mal, mais on vous le donne. Et d'ailleurs, 2e appel, on peut vous donner Manuel Valls aussi. D'accord. 3e appel. Ouais, alors je me greffe sur l'appel. Et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure de cette organisation du virus, parce que mon sentiment, si vous voulez, que c'est pas du hasard. J'ai vu, je crois que c'est dans alors je sais plus si dans l'Express, Le Point, peu importe, vous le retrouverez. J'ai vu qu'en fait le ministère de la Santé français, donc Monsieur Véran, a confié à une société d'études américaine pour
comment dire, pour gérer la crise de cette grippe en France. Attendez, on n'a pas assez de docteurs, de médecins, d'épidémiologues en France. On est obligé de le donner à un cabinet genre Standard & Poor's pour l'équivalent de la comptabilité. Il y a vraiment un problème. C'est de la trahison, c'est de la haute trahison, à nouveau. Non. Et bien là, mon cher Pierre, vous touchez du doigt le cœur atomique du problème, qui est, si vous voulez, si on parle du tréfonds de notre culture, nous venons d'une grande matrice culturelle qui est, entre autres, la Grèce antique et l'Empire romain. La Grèce antique avait une vision très claire du mal absolu en politique. Le mal absolu en politique, c'est pas la dictature. La dictature, d'ailleurs, est une fonction romaine. C'est même pas la tyrannie qui est honnie des anciens. C'est la xénocratie. C'est le pouvoir de l'étranger. Or, nous avons aujourd'hui une élite xénocratique, c'est-à-dire que à chaque chose, elle préférera l'étranger au sien. C'est ça. Tout le monde. Tout le temps. C'est de la trahison. C'est de la trahison. Ce sont des machines à trahir. Et d'ailleurs, oui. Sans même l'intellectualiser. Sans même l'intellectualiser. Il trahit. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment le système politique, ça c'est votre spécialité, comment le système politique français en est arrivé là? Enfin, c'est incompréhensible. Bon, vous me direz, vous avez écrit, en étant votre directeur littéraire, hein, parce que vous avez écrit l'enquête sur la loi du 3 janvier, ça, je l'ai lu et j'ai bien vu, si vous voulez, que ça avait commencé avec Giscard d'Estaing. Hein, beaucoup de gens disent ouais, c'est Pompidou. Non, c'est pas Pompidou, c'est ni la Banque Rothschild d'ailleurs. Là, pour le coup, ils ont pour rien. C'est Giscard d'Estaing et son équipe qui a vendu, qui a imposé la loi du 3 janvier. Hein, voilà. Et donc, on voit bien dans votre livre, on le voit très bien, parce que vous avez interviewé des gens qui étaient là à l'époque dans le cabinet et qui disent la France, c'est terminé. On l'efface, c'est comme une éponge. Vous savez, c'est comme des formules mathématiques sur un tableau, et ensuite vous avez une éponge et vous effacez. D'ailleurs, c'est fini, on l'efface. C'est une phrase de Jérôme Monod, bras droit de Jacques Chirac. Ben voilà. Jérôme Monod. Donc, qui nous a délesté de sa présence depuis, qui a très bien fait. Mais le grand problème, c'est ils ont en réalité. D'où ça vient? Je reprends votre question. Ça vient de trois choses. Premièrement, le système politique français de la Ve République n'a pas, et ça Olivier Guichard, grand gaulliste, le disait très bien, il avait raison, n'a pas été, contrairement à ce que croient les gens qui ont une lecture superficielle de notre Constitution, je suis désolé de le dire, et Dieu sait que j'admire la Constitution de la Ve République, notre vie politique n'a pas du tout été, disons, aménagée par le gaullisme, mais par l'anti-gaullisme. Parce que le gaullisme, c'était les gens qui bossaient. Et ceux qui faisaient de la politique politicienne… Qui ont risqué leur vie. Et ceux qui faisaient de la politique politicienne, c'est… Ils n'ont jamais risqué leur vie, on va dire ça comme ça. Pour la plupart, non. C'est trois camps. C'est l'extrême droite à la Le Pen, c'est la gauche à la Mitterrand, et les cathos-démocrates libéraux de la tendance européen-démocrate, disons, Pinet, de l'axe qui va de Pinet à Delors. Tous ces gens-là, qui ont été plus ou moins, pas personnellement, mais dans les camps qui ont été les leurs, disons, plus ou moins liés à la collaboration, d'ailleurs, et n'oubliez jamais que l'idée cardinale de la collaboration, c'est « il faut l'Europe et la France n'est plus », ça c'est « je suis partout », c'est tous ces gens-là. Bon. Donc, le grand problème, c'est que ces gens-là vont structurer la vie politique française pendant que le dialogue politique majoritaire se fera entre les hommes du général de Gaulle et le Parti communiste. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont les deux forces qui ont structuré la résistance. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui se comprennent. Et en plus, le PC français, ne voulait pas le pouvoir, et deux, déjà Staline ne voulait pas, parce qu'il pensait que c'était des branques, qui prennent le pouvoir. Donc, le mythe communiste en France, si vous voulez, ça a été un mythe reconstruit d'après-guerre. Or, le grand défi… À quel moment la bascule s'est faite? En quelle année? Il fallait, pour eux, pour toutes ces forces-là, le retour du général de Gaulle au pouvoir, parce que la 4e République ne les gênait pas beaucoup. Vous aviez des républicains très sincères,
qui voulaient faire avancer les choses. Non, ma question, c'était Voilà. Mais pour eux, moderne, en fait. le coup d'envoi, c'est la mort de De Gaulle. Le coup d'envoi, c'est 1970, très clairement. D'accord. Pompidou ne va pas leur poser problème parce que, si vous voulez, premièrement, Pompidou n'était pas un homme d'autorité. Théoriquement, si le problème, c'est que le général de Gaulle le général de Gaulle pensait que les Français étaient des adultes. Donc, il n'a pas voulu donner les rênes du pouvoir à un gaulliste. Ça aurait pu être Chaban-Delmas, ça aurait pu être Mesmer. Guichard. Voilà. Bon, ça aurait, si vous voulez, ça se jouait surtout. Les deux gaullistes les plus influents de l'époque, c'est Chaban, plus jeune général de la France libre, et Mesmer. Et le grand souci, c'est que De Gaulle ne voulait pas traiter les Français comme des gamins. Il a peut-être eu tort d'ailleurs, je le dis sincèrement. Ça me sera reproché, c'est pas grave. Et le problème, c'est qu'une partie des gaullistes les plus à droite se sont alliés à Giscard, pensant que voilà, Giscard de l'UDF, etc. Voilà, parce qu'il voulait mettre Chirac. Bon. Or, le grand souci, c'est que Giscard, c'est l'européisme, c'est la trahison des élites, et ensuite, ça va être Mitterrand qui d'abord va essayer un socialisme républicain et national avec des gens qui sont des cocus par vocation, je pense à Jean-Pierre Chevènement particulièrement, jusqu'en 83, et ensuite tous ces gens-là seront éparpillés façon puzzle par le tournant de la rigueur, et le tournant de la rigueur se fait au nom de quoi? Au nom de l'idée européenne. Ça va aboutir au Francfort à 3 millions d'emplois détruits. Oui, voilà. C'est surtout la faillite de la France à l'époque, hein, je vous rappelle. Hein, et c'est l'instauration par Jacques Attali du mouvement Touche pas à mon pote, etc. Donc, la question, sans le faire exprès, en fait, vous donnez bien le départ de tout ça en 1981, 82, 83, là où Jacques Attali arrive au pouvoir, on va dire, à côté de Mitterrand, parce qu'il était secrétaire général ou son secrétaire particulier. Tout le monde voilà. Donc ça commence là, en fait. Et là, on va mettre en place un moule élitaire qui va passer d'ailleurs par une partie de la haute administration, par l'ENA, par Sciences Po, par ce que vous voulez. Et ce moule élitaire, c'est, voilà, la France, bon, bah, la France, c'est fini, la France est détestable, bon, bah voilà, terminé. Et malheureusement, ça a marché, ça a créé 3 générations jusque-là de hauts fonctionnaires qui sont ceux que vous avez là, parce que là, moi, j'ai retrouvé de vieux ennemis à moi pendant cette crise. C'est drôle d'ailleurs que personne ne le dise. La plupart de ceux qui ont fait foirer notre système de santé, des gens comme Jérôme Salomon et d'autres, sont tous des créatures de Bernard Kouchner. C'est drôle d'ailleurs que personne ne le dise. Et Kouchner qui a imposé, d'ailleurs, c'est lui qui a commencé à détruire, je vous le rappelle, qui a commencé à détruire le système de santé français, pardon, en imposant le fameux numerus clausus, alors que tous les médecins aujourd'hui, même les énarques machin dans les ministères, disent que ça a été une gravissime erreur. C'est pour ça qu'on a le désert médical et qu'on fait venir des médecins roumains. Je veux dire, la médecine française qui fait venir des médecins roumains. Non, mais il faut abuser, quoi. Je le sais parce que j'ai fait l'expérience pour la médecine du travail. Vous savez, vous devez passer une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Et je me suis retrouvé avec une médecine, avec une doctoresse roumaine ou bulgare, je ne sais plus. Je ne comprenais même pas ce qu'elle me disait. Je veux dire, on est une aberration totale, quoi. Voilà où on en est arrivé. Attendez, justement, prenons 2 points. Prenons 2 points là-dessus. Le numerus clausus, c'était quoi? C'était de dire. Alors, vous aviez un calcul technocratique absolument ridicule dessus, qui est de dire s'il y a moins de médecins, il y aura moins de dépenses de santé. Ridicule. Il y aura moins de malades. Voilà. Il y aura moins de malades. Pourquoi pas? Bah oui. Si vous voulez, c'est une catastrophe de la pensée technique. Moi, je peux vous dire sans trahir de secret. Moi, je me rappellerai toujours d'une réunion de médecins où le préfet de la région où exerce mon papa il a convoqué les médecins. Il leur a dit, bon, pour le ministère, il va falloir faire des catégories d'handicapés pour pouvoir leur interdire de rouler la nuit, de rouler avec une personne ou de rouler à plus de 50 km autour de leur domicile. Et là, les médecins lui ont dit, écoutez, vous voyez, ça n'a pas de sens. Je vois à vos yeux, vous ne comprenez pas. N'essayez pas, ça n'a pas de sens. Et les médecins lui ont dit, écoutez, un handicapé, il n'y a pas de catégorie d'handicapé. On ne soigne pas un aveugle comme on soigne un grand sourd, et un mec qui est manchot ne doit pas être pris en charge comme quelqu'un à qui on a coupé les jambes. Ce ne sont pas
c'est pas la même chose. Oui, mais si. Oui, mais non. D'accord. Et là, ce sont des bugs technocratiques. Et là, vous en avez eu d'autres. Ce bug technocratique, c'était le numerus clausus. Comme ça, les médecins ne feront pas les médecins ne feront pas de dépenses de santé. Pourquoi pas? Bon, ridicule. Mais vous aviez une autre raison au numerus clausus, qui était de tarir le vivier de recrutement de la droite, qui se fait souvent par les réseaux Rotary Club, etc., de médecins de province. D'accord. Ah oui, j'aurais jamais pensé à ça. Ah oui, d'accord, les loges maçonniques, le Rotary, le machin, le truc. Oui, mais c'est logique, c'est la province. La province, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, c'est vicieux, hein, le Parti socialiste. Ah, c'est très, très vicieux. C'est très, très vicieux. Et donc, si vous voulez, c'est une, comment dire, le numerus clausus, par exemple, est un des exemples parmi d'autres de la manière dont on a foutu en l'air la médecine en France. Mais, si vous voulez, pour le Parti socialiste, là encore, la médecine, et qui était l'un des points d'excellence de la France, était un biais négociable pour le rêve européen du PS après 83. Et donc, on a foutu en l'air. Voilà. Ok, Pierre-Yves. Alors maintenant, si vous voulez, on est face quand même à une situation. C'est-à-dire que, bon, vous êtes spécialiste en politique, moi en éco. Je pense qu'à deux, on devrait, et avec l'aide de nos spectateurs, également avec leurs réflexions, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui nous écrivent, hein, vous et moi. Comment voyez-vous, moi j'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce qu'il y avait des problèmes techniques, mais on va revenir dessus, on va faire une petite prospective, on va dire. Comment vous voyez le futur? Quand je dis le futur, c'est 6 mois, 1 an. Hein, voilà. On va pas 6 mois, 1 an. Sachant que les règlements sont faits pour empêcher les gilets jaunes de se regrouper, de manifester, même de se déplacer. Et ça se trouve, cette interdiction de se déplacer à 100 km va être maintenue jusqu'à la fin de l'année. On n'en sait rien. Ils sont tellement cinglés. Vous savez quoi? Je me demande même si Macron a la main là-dessus. J'en suis même pas sûr. Une partie de l'administration est devenue folle. C'est très simple. Elle est devenue folle, pourquoi? Parce que, on va être très clair, quand vous êtes souverain, c'est le politique qui commande à l'administration. Quand vous n'êtes plus souverain, l'administration, elle administre. Vous avez tout dit. Voilà, le pouvoir étant à Bruxelles déjà, donc le problème est réglé. Une administration, c'est fait pour administrer. Si le politique ne met pas des holà, l'administration devient folle. Parce que c'est quoi une administration? C'est une machine à édicter des normes. C'est une institution. C'est fait pour normaliser. Bon. Ah il y a un très bon livre là-dessus, je le recommande, hein, sur le site c'est Les Bienveillantes. Hein, je ne sais pas si vous l'avez lu. Là, les Bienveillantes, on voit bien de Little, en effet, on voit bien comment une administration allemande devient folle. Hein, c'est effectivement ça. Ils sont devenus fous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun ministre. C'est pour ça que Macron dit un truc, et le lendemain, il est contredit par un Premier ministre, par son Premier ministre. Ensuite, il est contredit par son ministre de l'Éducation, ensuite par le ministre ils se contredisent tous les uns les autres, donc vous avez raison. Ils ont perdu le contrôle total. Mais total, véritablement. Il y a quelque chose qui est étonnant. Donc, si vous voulez, on va avoir… Ça fait peur. Mais ça fait peur. Mais ça fait peur pour le pays. Il y a encore heureux qu'on ait peur. Sur la table. Encore heureux qu'on ait peur. Parce que, si vous voulez, si vous voulez, moi je le dis sincèrement, je serais britannique à ce moment-là. Je serais beaucoup plus rassuré parce qu'en face de moi, j'ai Boris Johnson. Alors qu'en face de moi aujourd'hui, j'ai un homme dont je sais qu'il fera tout pour sauver l'UE, qu'il rêve de donner ce qui reste de la France à d'autres pays, et particulièrement à l'Allemagne, qu'il a une détestation des Français, qu'il est entouré de débiles ou de semi-débiles, ou de gens qui sont aussi dangereux que lui. On va y venir dans le cadre du remaniement qui arrive, et à qui, je le dis, à titre personnel, je ne parierai pas ni mes parties vitales ni mes parties reproductives sur la santé mentale d'Emmanuel Macron. Je le dis. Là, j'invite nos spectateurs, après notre entrevue, de retrouver
sur YouTube ou sur le site du Financial Times, l'entretien que Macron a donné aux deux journalistes du Financial Times il y a à peu près un mois. Mais attendez, moi j'ai interviewé des milliers de personnes au cours de ma carrière, je veux dire des milliers et des milliers. Je peux vous dire que là, il n'était pas dans son état normal. Hein. Je pense qu'il a dû lire beaucoup de littérature colombienne avant de lire son il a lu ligne par ligne de Gabriel Garcia Marquez, vous voyez, 100 ans de solitude, vous voyez. Ben là, c'est 100 ans de solitude à l'Élysée. Hein, je peux vous dire que. Non, c'est pas normal. Non, mais ça fait un trait présidentiel multivitaminé en aérosol, voyons. Mais donc, non. Attendez, mais c'est grave. C'est gravissime. Si vous voulez, la seule chose, si vous voulez, c'est que bon, moi, j'ai malheureusement le tempérament d'un grand calme parce que si je m'énervais, j'arriverais pas à me calmer, donc le mieux vaut que ça reste. Mais le grand souci, c'est qu'on est face. Voilà ce qu'ils vont avoir dans la tête. La Macronie pense que de toute façon, business as usual. C'est-à-dire qu'ils vont nous offrir quelques têtes, mais pour eux, il ne s'est rien passé. Mais il faut que nos spectateurs se le mettent dans la tête maintenant. D'accord, carrément. Il ne s'est rien passé. Rien. Il y a juste un génocide, mais à part ça, ça va. 29 000, voilà, il y a un petit génocide. Ouais. Bon, c'est pas bien. On va être très clair. Pour eux, qui est mort? Sinon. Weber, c'est-à-dire rien. Pour eux, il y a 2 des leurs qui y sont morts. Devedjian, Weber. Bon, point. Merci, Pangolin. Mais mis à part ça, si vous voulez, faut bien que vous le compreniez. Ils ne sont pas, ils sont dans eux. Ce qui compte pour eux maintenant, c'est bon. Comment on fait réélire le petit? Là, vous avez une division entre 2 clans de la Macron. Dire Marine Le Pen, il a besoin de la mère Marine. Non. Là, ce qu'il fait là, maintenant, à l'instant où je vous parle, c'est sa campagne de premier tour. Pourquoi? On y revient. Et c'est pour ça qu'il fallait à tout prix envoyer le premier tour des municipales. D'accord. Parce que c'était un test pour Macron. Le test de l'enracinement d'En Marche. Oui, bah 0. Eh bien, justement, qu'est-ce qui s'est passé au municipal? C'est la pire élection depuis 2001 pour le Front National. Marine Le Pen recule partout. Bien sûr. Très mauvais signe pour le président. Très mauvais signe. La droite se maintient. Le PS revient. Oui. On va dire que les gens sont désespérés, hein, désemparés au point de les gens sont désespérés. Ouais. Or, le problème, c'est que Macron n'arrive pas à enraciner son parti. Aïe. Ça marche pas, ça prend toujours pas. Donc, qu'est-ce que Macron va vouloir faire? Très simple. D'où le bruit de gouvernement d'union nationale avec tous les européistes. La question, donc vous êtes bien etc. Vous allez voir. On est d'accord que quand vous n'arrivez pas à vous enraciner, eh ben le plus simple, c'est de prendre le contrôle d'un appareil qui lui l'est. Oui, bien sûr. D'accord. Bon. Eh bien, d'où l'utilité de Nathalie Kosciusko-Morizet et de toute la bande. Non, mais attendez. Alors, en ce qui concerne, pardonnez-moi, mais Valérie Kosciusko-Morizet, là, mais c'est rien, c'est nada. La FNAC. C'est quoi? Attendez, je vous donne un exemple. Pardon? Et Édouard Philippe, mon cher, c'est quoi? C'est rien. Macron ne veut rien autour de lui. Il veut juste. On va dire que est un peu mieux installé que la Kosciusko-Morizet. D'accord. Écoutez, je vous donne un exemple à nos spectateurs ça va les amuser. La FNAC à Paris, une très très grande FNAC à Terne, avait annoncé 15 jours avant, avec une affiche de, je sais pas moi, 20 mètres sur 8, grande signature, grande dédicace, Kosciusko-Morizet, machin, etc. Événement FNAC de 14h à, je sais pas, genre 16h. Partout des affiches, enfin bon, la FNAC a mis vraiment du sien. Arrive le jour J,
Kosciusko-Morizet, comme tout énarque, qui arrive avec son équipe, son secrétaire, son opérateur radio, son officier NBC. Enfin bon, vous voyez un peu avec 15 mecs derrière elle, dans le genre Premier ministre. Elle monte au 4e ou 5e étage où se trouve la dédicace. Et là, drame. Personne. Oui, je sais. Il y avait deux mecs qui passaient là et qui se sont arrêtés pour écouter ce qu'elle allait dire. Ça a été tellement humiliant pour Kosciusko Trottinette qu'elle s'est barrée au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes. Et vous pouvez même le retrouver dans les archives du Canard enchaîné qui en a fait des gorges chaudes. Si vous voulez, ça vous montre bien que ces gens ne sont pas effectivement installés. Le peuple n'en veut pas, tout simplement. S'il met la trottinette, s'il la met au gouvernement, mais c'est encore une humiliation supplémentaire. C'est des gens qui n'ont aucune légitimité, qui ne sont même pas reconnus par les Français. Justement. Et encore une fois, je précise. Le but de Macron, psycho, quoi. C'est pas NKN, si vous voulez, il a balancé le nom de NKM, mais il aurait pu balancer celui de Pécresse ou n'importe qui. Si vous voulez, ce qu'il voulait viser, c'est le centre droit. D'accord. Et en réalité, l'opération qui va être celle de Macron, je pense, alors je peux me tromper, nous verrons. Je pense qu'il nous offrira la tête d'Édouard Philippe. Au passage, je l'ai déjà dit à un de mes camarades que j'ai interviewé, mais je le répète. Moi, je suis un enfant de la campagne de Basse-Normandie. Donc, que vous n'aimiez pas Édouard Philippe, vous avez raison. Mais arrêtez de le comparer à un blaireau. Les blaireaux sont des petites bêtes très utiles. Foutez-leur la paix. Merci. Donc, il va nous offrir la tête d'Édouard Philippe. De toute façon, ça fait depuis la crise des Gilets jaunes que les deux hommes se toisent et ne se supportent pas. Ah, mais on a vu Sibeth Ndiaye qui lui a envoyé des crottes de nez. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Qu'il utilise la Sibeth Ndébile Ntaré pour attaquer. Et n'oubliez jamais que Sibeth, c'est la dernière des Mormons. Donc, c'est le premier cercle du président. N'oubliez jamais. Oui, mais putain, ça. Waouh, c'est grave. Ouais, je sais. Alors, je suis entouré par des Mongols. Alors, très simple. C'est incroyable. Ce pays. Attendez, mais ce pays est mené par des dingues. Mais attendez, mais vous auriez écrit un livre de science-fiction en décrivant ce qui se passe aujourd'hui, mais personne ne vous aurait cru. Personne. Ouais. Personne. Bien sûr. Et là, le but de Macron, ça va être de satelliser la partie européiste des Républicains. C'est-à-dire d'éjecter l'ancien RPR, où il reste plus grand monde, mené par un député assez courageux qui s'appelle Julien Aubert, et peut-être même les libéraux, parce qu'ils ne sont pas très sympas avec l'immigration. Je pense aux hommes de Guillaume Larrivé. Et en réalité, là, Macron régnera sur la moitié de la droite, et pour ça, il a besoin de la représenter à Matignon, d'où la nomination de Blanquer. Ouais. N'oubliez pas que Blanquer devait être ministre de Fillon à la base. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, Pierre-Yves, là je mets une couche écho là-dessus. Parce que quoi qu'il fasse, peu importe qui il met en premier ministre. Ouais. Vous m'avez demandé ce qu'ils allaient faire. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Ce que je peux vous dire, là je prends tous nos spectateurs à témoin. Et je l'ai déjà dit maintes fois. Et malheureusement, les choses que j'annonce deviennent réalité, comme ce que j'avais dit à Martial Bild en disant que, on aura une récession colossale et que, 2, ils feront tout pour masquer tout ça avec un événement quelconque. Dans ma tête, si vous voulez, je pensais à un attentat. Vous voyez, un attentat encore plus sanglant que le Bataclan. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est que ils ont, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que vous avez pas tout. 7 trilliards ou 8 trilliards de fausses monnaies de la Fed, on va dire 3 ou 4, peu importe, de toute façon, on a perdu le compte, mais on est en trilliards. Ça va entraîner, il y a tellement de fausses monnaies en circulation que cela va entraîner, si vous voulez, un effet inverse. Vous savez, c'est un peu comme, vous savez, quand il y a un tremblement de terre et que la mer, en fait, se retire d'abord. Vous voyez l'eau qui part en arrière doucement, etc.
Alors les gens, ça les amuse, ils trouvent ça joli, etc. C'est pas du tout brutal hein, comme phénomène. On l'a observé en 2004 ou 2003. Mais là, vous allez avoir un tsunami, mais alors, qui va nous revenir en pleine figure, et je crains, je ne sais pas dans combien de temps, dans 6 mois, 8 mois, peu importe, mais ça va être mortel, Pierre-Yves, ça va être mortel. L'or va partir, alors là, voilà. Et je vous donne un exemple qui est sous nos yeux en ce moment même, et que les médias ne traitent pas. Le Liban. Vous avez vu que la révolution a commencé. Vous avez vu que les gens n'ont plus rien à bouffer, qu'ils ont perdu, que leur monnaie, la livre libanaise, par rapport au mois de janvier où j'étais, elle a perdu 50% ou je ne sais plus 60% de plus. Enfin, c'est complètement dingue. Ce qui veut dire que tout a augmenté de 50 ou 60% hein, déjà. Et donc, ça a déclenché une famine absolument phénoménale. Et les gens ont commencé à mettre le feu aux banques parce qu'ils ont parfaitement compris que les banquiers et le système financier étaient tellement pourris et que, en fait, les politiques ont corrompu la totalité du système. Et il va se passer la même chose en France. La même chose. Avec un point d'aggravation. Allez-y. C'est que nous, on est dans l'euro. Donc, on va multiplier tous les chocs extérieurs. Exactement. Vous avez tout résumé. C'est-à-dire que l'euro étant un Deutschmark déguisé, hein, voilà. Voilà. Donc on va se prendre ça, mais alors ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose de phénoménal. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, Macron ne contrôlera plus rien. De toute façon, quand on imprime autant de fausses monnaies, parce que là, on est en trilliards. Là, on est rentré de M. Havenstein sous la République de Weimar. Hein, Havenstein était le gouverneur de la Banque centrale allemande. Et il a expliqué qu'il avait imprimé 300 tonnes de fausses monnaies. Enfin, pour lui, c'était de la vraie monnaie. Il en était très fier. Il avait, en tant que fonctionnaire public, il était très fier de dire qu'il avait achevé sa mission d'utilité publique, c'est-à-dire d'imprimer des billets de banque. Le fait que ces billets ne valent rien, ils s'en foutaient. Voilà. Et c'est le problème des banquiers aujourd'hui. C'est exactement le même problème. À la Banque Centrale Européenne, moi, je plains Mme Lagarde parce qu'elle hérite d'une bombe nucléaire qui va lui exploser à la figure et tout le monde va l'accuser. Ils vont lui faire... Mais c'est pour ça qu'elle a été mise là. Attendez, elle est quand même intelligente. Elle n'a pas accepté ce poste connaissant les risques qui vont. Attendez. Elle est quand même... Si. Non, attendez. Et pour elle, n'oubliez jamais que pour tous ces gens. C'est une avocate, n'oubliez pas, c'est pas une financière à la base. C'est une avocate. C'est une avocate. C'est une avocate. Je suis entièrement d'accord. Mais par contre, n'oubliez pas une chose. Pour ces gens, il n'y a jamais de risque à faire ce qu'ils font. Si vous voulez, c'est le député de base qui a peur de la population. C'est le député de base sur le marché et qui se fait insulter par les gens. Voilà. Madame Lagarde, si jamais elle, je ne sais pas, elle est en plein Paris et quelqu'un vient lui demander des comptes, elle va s'arrêter de tétanie. Parce que pour elle, que les loqueteux osent lui adresser la parole, mais qui a permis à ces gens d'avoir autre chose que de crever sans un son? Mais si vous voulez, non mais pour avoir croisé moins que rien. Si vous voulez, le terme, à un moment, il faut. C'est dans leur. Comme historien des idées politiques, je peux vous dire que les grands auteurs doivent d'abord être lus dans leur correspondance privée, parce que c'est là où ils se lâchent. Eh bien, les petits politiques, c'est pareil. Si vous voulez tout comprendre de François Hollande, il faut analyser le terme sans nom. Eh bien, eux, c'est pareil. C'est les alcooliques, c'est le machin, etc. Pour ces gens-là, et ça, ils viennent en réalité du giscardisme, c'est-à-dire, rappelez-vous, quand Giscard arrive face à des fonctionnaires, il avait cette habitude détestable de se faire inviter chez les gens pour passer une soirée avec eux, pour faire peuple. C'est-à-dire, Crouillot, je viens chez toi. Ouais. Hein, sois honoré de ma présence. Manon, je tombe maintenant. Et si tu veux, il arrive chez les fonctionnaires, il est filmé, il les regarde et il dit « Ah mon Dieu que c'est petit chez vous !» C'est grosso modo
en plus de ne pas avoir dedans, de sentir mauvais, d'être rouquin, on est tout dit. Donc, non mais, non mais, non mais. Non, mais c'est tout à fait ça, Giscard d'Estaing. En plus, il avait modifié le protocole, rappelez-vous. Il avait modifié le protocole de l'Élysée pour que pour que personne ne puisse s'asseoir. Il devait d'abord s'asseoir, sa femme ensuite. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et ensuite, ses ministres, ainsi de suite, quoi. Le protocole de Versailles. Et donc, si vous voulez, pour revenir, pour eux, la grande crise, c'est très simple. N'oubliez jamais que dans leur esprit, l'économie, les choses sérieuses, etc., c'est donné à l'Europe. Donc pour eux, ce qui compte, c'est de rester sur le trône parce que la soupe est bonne. Bon, alors, comment rester sur le trône? On satellise la droite molle, qui ne demande que ça. Vous avez des tas de gens qui demandent qui demandent ce que j'appellerais l'opération Coussinet. C'est-à-dire, bon, on est à 2 ans de l'élection, on va essayer de demander à des mecs qui sont moins grillés que la bande à Macron, d'où l'utilité de Blanquer, que les crétins de centre-droit, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, bénissent leurs bêtises. Et on va essayer de demander à des gens que les Français ne méprisent pas encore parce qu'ils les ont oubliés. Alors certains vous disent Larcher, pourquoi pas, triple sauce, Bertrand, Râtelier, ou alors Barouin. Les second couteau, là, vous avez pris la vaisselle réservée aux domestiques, là. Et le pire, c'est grave, là, ce que vous êtes en train de faire, là. Ah bah oui, non, mais j'en suis désolé. J'en suis désolé, mais comprenez la logique de Macron. Ouais. Macron règne déjà sur toutes les ruines du Parti socialiste. Il est débarrassé de Mélenchon parce que Mélenchon a fait le choix de s'ouvrir le ventre. Il a viré tous ses meilleurs lieutenants et donc lui, il est dans un précaré avec uniquement 3 vrais fidèles qui sont Coquerel, Corbière et Poil de Carotte, Caténen. Ouais. Et il est entouré d'une double ceinture, les altermondialistes mises par Mademoiselle Aubry depuis le Parlement européen, et je vous l'avais dit, et les décoloniaux derrière Autain et Obono. Donc lui, c'est fini. Mais Mélenchon, c'est cuit. Or, il y a surtout qu'avec Obono, quand elle fait ses un seul homme à gauche. Alors après, vous me direz, il y a Ruffin. Ruffin, j'y crois pas parce que le problème de Ruffin, c'est qu'il est cyclotimique, dépressif, et nul ne sait. Il hurle, c'est un problème avec lui, il hurle littéralement. Oui, en plus, oui. Et puis il a un côté, vous savez, la tartine de confiture. Vous l'achetez en l'air, vous savez pas sur quel côté elle va retomber. Bah, lui, c'est exactement pareil. Et puis de toute façon, il n'a pas de troupe, il n'a pas d'homme. Il faut quand même se le mettre dans la tête. Or, il n'y a qu'un seul homme à gauche qui peut faire peur à Macron, qu'on aime ou pas ce personnage, et Dieu sait que j'ai bien des trucs à lui dire, c'est Monsieur de Montebourg, qui vient de donner 2 interviews. Oui, c'est exact. Qui vient de donner 2 interviews très claires. Je ne sais pas ce qu'est la France. Je ne sais pas ce qu'est la gauche, mais je sais ce qu'est la France. Ok, on a compris. D'accord. Mais n'oubliez pas que Jacques Attali avait annoncé dans une interview, que Macron était sa créature, selon votre formule. En quoi il avait raison. Voilà, j'aime bien cette formule, c'est la créature. C'est d'un côté français. Il avait en partie raison. Oui, tout à fait. Et Jacques Attali avait annoncé que le prochain président, ça sera une femme. Donc, et moi, je pense que la seule alternative qu'ils auront, c'est effectivement Christine Lagarde. Attention. Alors, si on continue à balayer. Personne d'autre. Personne. Si on continue à balayer, il va revenir, si vous voulez, et je le dis pour ne pas que les internautes comprennent, moi, j'ai bien des choses négatives à dire sur Arnaud Montebourg. Je dis juste que c'est l'un des seuls hommes à gauche qui a les hommes, puisque c'est patriote. Ça, j'en sais absolument rien. En tout cas, il sait le mimer. Oui. Bah, acheter français, machin, avec sa marinière. Mais en tout cas, il a des hommes et il peut avoir la volonté. Donc, ça reste un candidat. Et je pense que le PS, bon, Olivier Faure, tout ça, on va déblatérer. À la rigueur, ils vont nous resservir Bilal, enfin Benoît Hamon, donc le vendeur de chichons. Ou alors, pire, ils vont nous ramener Gogolène. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais là, si vous voulez, c'est le cimetière des éléphants. Bon, en fait, on est en train de décrire un paysage français qui a été nucléarisé.
on peut manger par terre, comme hein, rappelez-vous. C'est feu, chaleur et lumière. Hein, vous vous souvenez de ça? Et Macron le sait, nous nous dirigeons vers une élection trop plein. Pourquoi? Parce qu'il va avoir beaucoup de candidats au tout début et qui vont s'entre-éliminer. Attendez, le PS a quand même fait des études pour savoir si Bernard Cazeneuve devait y aller. Ah oui, quand même. Casvide. Ah oui, le Grand Orient. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui reste? Il va rappeler Bayrou, à mon avis, pour siéger dans un coin, parce que Bayrou, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Bon, ça, c'est pas grave, ça pèse rien. Et il aura satellisé la moitié de la droite. Et donc, vous allez avoir un paysage des oppositions souverainistes de droite totalement bousillé entre eux. Oui, gens... même Luper a été balayé, là. Hein. On va y venir, parce que là, il faut mettre aussi un peu de pommade à tous les camarades qui se battent. Là, faut... Non, mais ça on est d'accord. Mais quand il se prenait pour De Gaulle, mais il fallait le voir au niveau vocabulaire. C'était De Gaulle. Hein, voilà. Non, Pierre. Fermons la parenthèse. Voilà, bon. Le gros souci qui se passe, c'est que comme si nous n'arrivons pas à fédérer, si nous n'arrivons pas à unir nos camarades, voilà ce qui va se passer. Chacun va chercher ses signatures, ça peut être Asselineau, ça peut être Dupont-Aignan, ça peut être Philippot, ça peut être Charles Gave, des gens tous très bien au demeurant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut coaguler pour arriver à une force. C'est aussi simple que ça. 0,9 plus 0,9 plus 1, ça fera au total 3%. Hein. Ça ne va pas aller chercher loin. Hein. C'est ça le problème. Après, nous avons deux choses qui sont possibles. Je vous l'ai toujours dit. Hein. J'attends que vous lanciez votre parti politique. Hein. À titre personnel, rajouter une boutique à la boutique, moi, j'aimerais aider mes camarades à travailler ensemble. C'est ce que les miens, c'est ce que je fais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Or, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça, c'est que en réalité, pourquoi on va vers une élection trop plein? Pour trois choses. Premièrement, Macron va atteindre le maximum de son impérium, c'est-à-dire il va régner de Xavier Bertrand jusqu'aux gauchistes. Bon, elle est large, l'assiette. Il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller au-delà. Il a déjà beaucoup de mal. N'oubliez pas le nombre de députés En Marche qui ont déjà démissionné du groupe. Il a déjà du mal à tenir. 1. Le 2, il y a une possibilité, si les Républicains sont satellisés, qu'ils explosent, ce qui ouvre un certain électorat. Troisièmement, Marine Le Pen peut, alors bon, si elle y va, Macron est réélu, il faut être très clair, c'est très clair, bon, mais... Est-ce que quelqu'un a expliqué à Marine Le Pen qu'il ne faut pas qu'elle se représente ou pas? Mais de toute façon, c'est très simple. Son renoncement au pouvoir était le sacrifice de Florian Philippot. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut de Florian Philippot, mais lui, il voulait le pouvoir. Lui, il bossait. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec cet homme. Je ne laisserai pas son honneur être insulté. Attendez, personne n'insulte Philippot, là. Non, mais je peux vous dire que c'est l'un des rares patrons et encore, il n'était même pas mon patron. Là, pour le coup, c'était un rapport horizontal, voire de collègues. Si vous voulez, beaucoup de gens se sont essuyés les pieds sur ce type-là. Or, il vaut beaucoup plus que ce qu'on en croit. Et si vous voulez, je pense que à titre personnel, j'ai trouvé ignoble la manière dont les cadres du Front National se sont attaqués à celui qui avait enfin fait un Front National à peu près audible pour les classes moyennes. Exact. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bon, il est à l'origine de ce qu'on appelle la dédiabolisation. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc, il est à la fois cause et conséquence. Mais le problème, c'est que Marine, de toute façon, l'a égrillé, elle n'a plus d'équipe, elle a renoncé. Donc, elle a renoncé, elle ne sera pas élue, elle le sait très bien. Ses équipes le savent également. Le seul problème, c'est qu'elle a une multiplication de problèmes judiciaires et surtout, beaucoup plus important, parce que le président Macron a trop besoin d'elle pour que la chancellerie ne soit pas empêchée, ou du moins retardée dans ses enquêtes.
le grand problème, c'est que elle a de gros problèmes financiers. Et si cela arrivait à terme, alors il n'est pas du tout impossible. Écoutez, vous verrez un homme d'affaires qui va être sympathisant et qui va lui faire un gros chèque à Marine ou RN, et donc à ce moment-là, ça ira mieux. C'est la seule solution qui est disponible. Mais il est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que le front, parce qu'il a entre 24, selon les méthodes de calcul, il a entre 24 et 30 millions d'euros, entre 24 et 29 millions d'euros de dette. Et de toute façon, il n'a pas d'actifs, donc que ce soit 24 ou que ce soit 29, de toute façon, c'est cuit. Or, et il a perdu à peu près 70% de sa force militante. Donc, de toute façon, Macron a besoin qu'elle survive et il laissera faire. La seule chose, c'est que, comment dire, la seule chose, c'est que est-ce que tous les partis politiques vont se laisser faire dans cette opération alors que le renflouement d'un parti politique, c'est très encadré par le droit? J'en suis pas totalement certain. Bon, mais ça, c'est une possibilité. Rien n'empêche un homme d'affaires de dire moi, je soutiens votre parti avant même les élections. Hein. Rien n'empêche de dire voilà, je fais un don. Alors attention, avec un encadrement légal, c'est-à-dire que. Oui, bien sûr. À taux normaux. C'est-à-dire que si vous faites par exemple un emprunt à quelqu'un pour un parti politique et que vous le faites au taux normal. Non, attendez, une entité comme. Une entité comme ça, ils n'ont pas besoin de leur faire un prêt, parce que je veux dire, ils trouveront bien un homme de paille parce qu'ils ont trop besoin de Macron. De toute façon, le paysage que vous êtes en train de nous dresser pour les élections dans 2 ans, et je ne suis même pas certain qu'on y arrive, hein, cela dit, hein, vu toutes les crises économiques, comme la crise va s'accélérer, si vous voulez, et que le poids de la dette va enfoncer la France de plus en plus. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas une révolution avant, hein, je vous le dis très sincèrement. Mais alors, le paysage, juste, je finis là-dessus. Le paysage que vous êtes en train de nous dresser, hein, vous êtes le spécialiste, c'est soit le tableau Macron-Le Pen, d'accord, ou alors Macron pour la gauche et Christine Lagarde pour la droite. Voilà. Ou alors la table est retournée. Entre guillemets de Sarkozy. Hein, voilà. Ou alors la table est retournée. Et ça, il n'est pas impossible que la table soit retournée avant. La seule chose, c'est. Pour parler de table retournée, c'est quoi? On ne va pas faire tourner les tables, c'est le cas de le dire. Là, c'est quoi? C'est une révolution ou c'est autre chose? Si vous voulez, ça peut prendre des. Je vais vous donner un exemple. L'Italie vient de comprendre tout le mépris que Berlin avait pour elle et pour son peuple. Il était temps. Hein. Mais là, ils ont compris quand même. Je pense quand même un petit peu. L'euro, et ça je le dis parce que moi je travaillais sur le cas grec et j'ai eu des amis en contact avec les autorités grecques, y compris avec Tsipras et Varoufakis à l'époque, la seule sortie de la Grèce aurait tué la zone euro. Et c'est d'ailleurs ce que les Américains ont voulu éviter coûte que coûte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont réussi à éviter, puisque c'est les Américains qui sauvent la zone euro. Goldman Sachs a tellement d'intérêt à la dette. Je vous rappelle que, parce que vous savez que j'ai chroniqué la Grèce depuis. Je me souviens de bons du Trésor qui étaient à 30, 40 et certains même qui étaient à court terme, qui étaient à 70% d'intérêt sur la Grèce. Aujourd'hui, la Grèce, elle est saignée à blanc par justement. Et qui profite de ça? C'est Goldman Sachs, c'est JP Morgan, parce que le PDG de JP Morgan, je vous le rappelle, vous le savez, mais Jamie Dimon, c'est pas son nom, c'est plus genre Rastapopoulos, vous voyez, un peu comme dans Tintin, vous voyez. Il est d'origine grecque, hein, son père est grec. Donc voilà, c'est JP Morgan, Goldman Sachs et d'autres banques, Deutsche Bank évidemment, parce que si les Grecs ne remboursent pas toutes ces banques privées, effectivement, là, ça va rajouter une couche de plus au bilan de la Deutsche Bank, de la Commerzbank et des autres. Voilà, ils veulent éviter ça à tout prix. Hein. Bien sûr. Or, si vous voulez, et qu'on ne mésinterprète pas ce que je vais dire, la seule chance que nous avons aujourd'hui,
c'est d'avoir un président américain aussi détestable que puisse être Donald Trump. Je ne suis pas américain, ce n'est pas mes affaires. Mais qui est indifférent au maintien de l'Union européenne, ce qui est la première fois depuis la guerre. Y compris des gens qui étaient très francophiles, je pense à Nixon particulièrement, mais le retour des démocrates, ce sera le retour du soutien à l'européisme et ce sera le retour de la guerre. Parce que les démocrates, c'est très simple, comme ils ne voudront pas mettre un terme à la crise, ils feront ce que des socialistes qui ne vont pas jusqu'au bout font à chaque fois, c'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer au mur de l'argent, ils iront vers le conflit. Voilà. C'est-à-dire qu'ils feront des guerres à la con, comme les démocrates savent faire. Bon, donc attention aux guerres à la con maintenant, parce qu'il y a quand même des pays qui ont les moyens de répondre. Alors, le gros souci, c'est que si Biden est là, ce qui est l'affaire du peuple américain, je n'ai pas à souhaiter ou à pas souhaiter. C'est pas un problème. Non. Mais le problème, c'est que pour nous, on va se prendre le contre-coup. Or, Macron va être le champion de ce monde-là, parce que c'est ce qu'il entend être et parce qu'il a prouvé qu'il pouvait saigner sa propre population. Et lui, et c'est là le problème que Macron a maintenant, c'est d'être le candidat de premier tour. C'est-à-dire de passer le premier tour, puisqu'au second, il aura Marine. D'où le fait, là, vous sentez un affrontement dans la Macronie. Ça s'est vu sur le cas Raoult. Il est allé voir Raoult. Brigitte Macron a eu des mots très doux pour Raoult. Pourquoi? Pour une seule raison. C'est qu'une partie de la Macronie veut la réélection du petit. Et une autre, celle des sponsors, dit, écoute, t'es bien gentil, t'es bien mignon, mais nous, on a été plusieurs lobbies à financer ta campagne. Je rappelle que Emmanuel Macron, c'est 17 000 articles à géographique de presse écrits dans toutes les langues au monde. Et 70 une de presse française. 70. Voilà. Énorme. Vous voyez le prix que ça coûte? Bon. Et une partie de ces lobbies a dit, écoute, t'as pas encore assez vendu le pays? Nous, on a besoin de retour. etc. Oui, tout à fait. Donc, et là, vous avez un choc au sein de la Macronie, parce que vous avez ceux qui disent, oui, mais attendez, c'est pas qu'on veut pas vendre le pays, c'est que s'il vend tout maintenant, il pourra pas faire de deuxième mandat. Justement, j'ai vu passer une information, je crois que c'est hier. Alors, je pense que vous l'avez vu. Hein, j'ai pas approfondi, j'attendais ça pour la revue de presse, mais j'ai vu que le Mobilier National va faire une grande vente. Tout à fait. Hein, vous l'avez vu aussi, d'accord. Oui, tout à fait. Une grande vente, alors le prétexte, c'est oui, pour le personnel médical. Bon, mes fesses, pardon, hein, c'est pas du tout pour ça. Ils ont plus d'argent, voilà, tout simplement. Les caisses sont vides. Vous parliez de l'Italie tout à l'heure. Vous savez que l'endettement de l'Italie est à 130%. Tout à fait. Hein, les Grecs sont à 160. Voilà. L'Italie est à 130. Avec la vague de chômage plus la crise économique, ça va être grandiose. Et juste une autre information qui vous a peut-être échappé, c'est que les bons du Trésor italien ont commencé à flirter avec les 2-3%. À partir du moment où un pays emprunte à 3 ou plus, il est mort. Voilà, c'est simple, clair et net. On l'a vu avec l'expérience grecque ça a été vraiment très très simple. Ça a commencé à 2, 3, 4, c'est monté à 5, 10, 15, et on est monté même à 70%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très grave, très très grave. Oui, mais si vous voulez que voilà, parce que là, il y a tellement de pression économique. Hein, vous voyez, vous faites l'analyse politique, mais moi, je vois les différentes pressions colossales. C'est à coût de centaines de milliards de milliards pour les comptes publics, mais c'est ingérable. C'est totalement ingérable. Aujourd'hui, la seule solution consisterait à dire on sort de l'Union européenne tout de suite, on arrête les frais. Bing, on reprend notre monnaie, point, terminé. C'est la solution ultime, mais c'est impossible. Il n'y a pas d'autre chose aujourd'hui. On va à la mort, on va à la révolution. On s'en sortira pas sans. Il faut bien comprendre une chose. Les pays qui vont être actifs, c'est-à-dire qui vont faire de la planification, de la réindustrialisation, de la souveraineté monétaire, vont encaisser plus que les autres. Et tous ceux, par contre, ça va être très, très sportif. Il faut être très, très honnête. Mais si, et c'est ça, moi, qui
qui m'enrage le plus. Il n'y a aucune fatalité technique dans ce qui nous arrive. Il y a des tas de choses que nous pourrions faire, mais que nous n'allons pas faire parce qu'on veut faire vivre des formes mortes. Si vous voulez, moi, quand je vois des gens, si vous voulez, je vais vous donner un exemple, l'euro. 70 unions monétaires sont mortes au XXe siècle. Aucun être humain n'en est mort. On tue des idées, on tue de l'abstraction. C'est rien. La meilleure solution, enfin, le meilleur exemple, pardon, c'est l'exemple que m'a donné Charles Belnas lors de mon interview à Beyrouth. Il a bien montré que quand le Liban était un protectorat français, avec la Syrie d'ailleurs, hein, voilà. Et puis à un moment donné, donc il y avait une monnaie commune, hein, donc sous le patronage, le haut patronage de la Banque de France, on va dire ça comme ça. Et donc il y avait la livre syriano-libanaise ou libano-syrienne, peu importe. Et que lorsque le pays a été séparé, c'est-à-dire on a séparé le Liban de la Syrie, hein, c'est deux entités différentes, ils ont divisé effectivement les dettes, etc. Et donc chaque pays avait ensuite sa propre monnaie. Et vous avez raison, personne n'en est mort. Voilà. Mais c'est ce que nous expliquent tous les européistes, c'est ce qu'on nous a expliqué en 2000 lors de la campagne présidentielle, en disant si on quitte l'euro, ça y est, on va mourir, machin, ça va être la fin du monde et patati. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit pour le Brexit. Ah, si l'Angleterre sort, ça va être un drame, il y aura 10 millions de chômeurs, le soleil va arrêter de briller et j'en passe et des meilleurs. Rien de tout ça s'est passé. Au contraire, le chômage est le plus bas en Angleterre. Enfin, bon, je parle pas de maintenant, évidemment, mais avant le Covid. Donc on voit bien que on est des esclaves. Voilà, on est des esclaves. On nous a transformés en esclaves. Il est temps de libérer le pays. Je dis franchement. Ouais, vous savez, moi j'ai l'impression qu'on est en 1942 que tous les deux on fait de la résistance, quoi, avec d'autres, hein, bien sûr, mais qu'on fait de la résistance, quoi. Et c'est pour ça qu'on est complètement censuré. Enfin, hein, vous connaissez à quel point je suis censuré, hein, de tous les côtés. Non, ça c'est certain. Par contre, si vous voulez, moi ce qui m'effraie dans ce qui est en train d'arriver, c'est la panne d'imagination totale de nos élites, qui est le contre-coup de leur sélection. Hein. Ils sont sélectionnés à leur absence de caractère et à leur servilité. C'est ça qui est terrifiant, c'est que il n'y a rien qui prédestine la France à vivre une crise monstrueuse qu'elle va prendre en pleine figure. Tout ce que j'espère, c'est que ça permettra à la fois à des pays et à des peuples de prendre des options définitives sur leur avenir. Je pense aux Italiens particulièrement. Oui. Et que ça aidera, disons, une partie des Français qui veulent que la France continue à se souder dans un temps d'épreuve. Parce qu'on va vraiment vers un affrontement très dur. Et le problème, c'est que la principale carte de Macron, elle est dans nos rangs. C'est l'utilisation de Marine Le Pen. Je ne suis pas certain d'ailleurs que si elle finissait par renoncer, on ne sorte pas Marion de quelque part. Parce que l'avantage de Marion, c'est que, comme elle l'a dit récemment, elle est européiste, donc il n'y a pas de souci. Mais j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. Vous savez, tout ce qui porte le nom, je l'ai déjà dit, hein, tout ce qui porte le nom de Le Pen maintenant est maudit. Point. D'ailleurs, c'est pas par hasard que. C'est pas par hasard qu'elle a fait en sorte de l'enlever. Enlever le nom Le Pen. Hein. Et ça, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit sur TVL. Et je me souviens très bien, parce que tous les spectateurs me l'ont dit, 15 jours après, très précisément, elle a annoncé qu'elle changeait de nom. Voilà. Donc, c'est mort. De toute façon, elle aura l'étiquette Le Pen. C'est même pas la peine. Si on a un Le Pen, on va à la guerre civile. Vous le savez très bien, vous me l'avez déjà dit 1000 fois. Oui, c'est si vous voulez. Mais en plus, le gros souci, c'est que comment dire, il faut être très clair. Nous avons une chance historique. Aujourd'hui, tout le monde que nous avons combattu a démontré sa nocivité. C'est clair. Voyez, tout le monde le voit maintenant. Tout le monde. Mais tout le monde le voit maintenant. Bon. 25 000 morts, hein, quand même. 25 000 morts. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je vous donne un exemple. J'ai sorti un papier dans Valeurs Actuelles il y a quelques jours sur les conséquences géopolitiques de la crise. J'ai une chose simple. Avant, on avait le monde des États. Alors, tout le monde dit, le monde des États, c'est has-been, c'est ringard. Bon, le monde des États, c'était fait contre quoi? Contre les séditieux et les brigands,
contre ce qu'on appelle aujourd'hui des terroristes. C'était fait contre les féodalités d'argent. Vous et moi, on connaît bien le sujet depuis 2008, enfin depuis plus longtemps pour vous. Et c'était fait aussi contre les virus, parce que c'est pour ça qu'on a créé la santé publique, etc., les systèmes hospitaliers. Bon, et ben la Startup Nation, contre ces trois ennemis-là, qui sont les trois premiers ennemis de l'ordre étatique, a lamentablement échoué. Et donc, si vous voulez, maintenant, c'est les hommes de la liquidité, du réseau, de la, comment dire, de l'État dissous, à la Macron, qui sont des has-been. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est le retour en force des nations souveraines. La preuve, qui a gagné dans cette crise? La Corée du Sud, Taïwan, Singapour, les États développeurs asiatiques, les États au plus haut degré de souveraineté. Israël, même ça. Oui, Israël est un peu plus souverain. Donc, à un moment, et moralité, tous ceux qui ont, tous ceux qui ont voulu ouvrir la fenêtre et laisser les portes et les fenêtres ouvertes, ce qui est ce pourquoi s'est battu Emmanuel Macron. Tenez, je ne sais pas si on le voit bien là. Tenez, je vous donne pas toute la liste. Le top 10, top 40 COVID-19 safety ranking. Voilà. Donc on va dire, c'est le hit parade, non pas des voitures les plus sûres, mais des pays les plus sûrs pour résister au Covid-19. Numéro 1, Israël. Deuxième, Allemagne. Troisième, Corée du Sud. Quatrième, Australie. Chine. Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, c'est ce que vous avez dit. Japon, Hong Kong. Suisse, Autriche, Canada, Hongrie, Danemark. Hollande, Norvège. Union des Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. Voilà. Belgique. Voilà. Vietnam, et nous on est, alors je pense que bon maintenant le classement a dû être un petit peu, mais on doit être au niveau du 20e ou de, voilà. Et encore là dans ce classement-là, qui date du 12 avril, on n'est même pas dedans. On est derrière la Slovénie. La Slovénie étant le 40e pays. Le 40e pays. C'est quand même dingue. Attends, la Grèce est au 30e rang, le Luxembourg au 23e, Tchécoslovaquie 25, Monaco 26e, Qatar. Donc vous voyez que les trucs financiers ils se portent bien, il n'y a pas de problème. Liechtenstein, regardez, on a le tiercé de tête. Monaco, Qatar, Liechtenstein. Les paradis fiscaux, c'est tout à fait extraordinaire. L'Estonie, la Malaisie, Pologne, Irlande, Croatie, Turquie, Cuman, alors je ne sais pas ce que c'est ça, Qatar, je pense. Slovaquie, Lituanie et Slovénie. Voilà. Donc, et la France doit être en 42, 43. Voilà. Tous ces pays, 40 pays ont fait mieux que nous. C'est quand même dingue. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a une administration de fous furieux qui. Moi, écoutez, j'ai vraiment le sentiment, si vous voulez, qu'ils ont décidé de détruire, de tuer les gens, tout simplement. L'histoire des masques nous l'a prouvé. L'histoire des respirateurs nous l'a prouvé. L'histoire de ne pas vouloir. Attendez, vous l'avez vu aussi, tout le monde l'a vu. On avait les caméras des télés qui étaient à Roissy, on voyait tous les passagers qui arrivaient de Chine sans masque, sans rien, sans contrôle, rien du tout. Alors que déjà à l'époque, tous les autres pays avaient mis en place des contrôles de température, etc. Mais c'est aberrant. On a l'impression qu'ils ont volontairement laissé le virus se répandre en France. Voilà mon sentiment. Et je reviens à mon idée première, et on pourrait peut-être conclure là-dessus si vous avez d'autres choses. Il n'y a pas de coïncidence, à nouveau, je vous le dis. En 2009, les banques étaient sur le point d'exploser. Pandémie. Là, les banques étaient en train d'exploser. Pandémie. Voilà. Ils ont peut-être eu la main un peu dure sur le virus. Voilà, c'est vraiment mon sentiment. En tout cas, je pense que mine de rien, dans le malheur qui va à nous frapper, il y a quelque chose de positif, c'est qu'on va se rendre compte qu'en réalité, les pays d'Europe de l'Ouest sont devenus des anomalies dans le monde. Aujourd'hui, si vous voulez, sur près de 200 pays, vous avez 170 États souverains.
Vous sortez de l'Union européenne, vous allez dans le monde normal, bah, les gens ont réagi normalement, y compris la Côte d'Ivoire, y compris le Sénégal, y compris le Kenya, qui jusqu'à preuve du contraire ne sont pas des pays qui roulent sur l'or, sauf si je me suis endormi, que ça fait un moment que je ne me suis pas réveillé. Donc, voilà, il ne faut pas mentir aux gens, ça va être très dur, mais ça va être très dur parce que nous sommes avant tout dans une prison mentale. Oui, et tant qu'on va croire que la réalité est un clou et que le mondialisme est un marteau et qu'on va taper dessus comme des sourds, eh bien, on va se saigner nous-mêmes. Mais vous savez, le mondialisme n'a profité, vous savez qu'à Jacques Attali, hein, rappelez-vous, hein, la France est un hôtel, ni plus ni moins. La France est un hôtel. Les capitaux doivent sortir sans problème, hein, surtout, voilà, etc. Enfin bon, je commence à avoir soif. On voit bien, si vous voulez, à quel point cette Europe nous a totalement détruits. C'est clair, net et précis. C'est ce que j'ai dit dans une autre interview. Les Allemands ont dû se rouler par terre quand ils ont reçu les bons de commande pour des mitrailleuses allemandes de la part de la police nationale et de la gendarmerie. Voilà, tout simplement. Oui, tout à fait. Ils ont gagné. Voilà, ils ont gagné la guerre. Il n'y a pas de problème. Ils ont gagné la guerre financière. Bravo. Bon, rien à dire, il faut le reconnaître. Hein, si vous voulez, mais comme disait très bien Philippe de Villiers, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Moi, je rappelle à nos spectateurs que vous et moi, hein, on avait organisé la venue de Nigel Farage et que même ça, ils avaient essayé de nous l'Élysée avait essayé de nous le saboter en nous retirant la salle à la dernière seconde. Ça, je n'ai jamais oublié ça. Et on l'a fait dans une église. Dans une église, hein, on a été sauvés. Je revois encore Nigel Farage en train de parler et la grande statue de la Vierge derrière lui. Il y avait quelque chose de prodigieusement symbolique là-dedans. C'était vraiment extraordinaire. Mais là, on a été sauvés, je peux vous le dire. Hein, parce qu'on aurait été très mal tous les deux. Là. On se serait retrouvés avec 800 personnes qui se baladaient dans la rue avec le Nigel et son parapluie. Son chapeau melon. Non, c'était un grand souvenir. Mais il ne faut pas oublier une chose, des hommes comme Nigel Farage ont fait 20 ans de guerre. Des gens comme Boris Johnson continuent ce combat. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier cette phrase de Churchill. No surrender. On ne se recule pas, on ne se rend pas. Ouais, on ne se rend pas, mais aujourd'hui, la censure fait vraiment des dégâts. Hein. Moi, j'ai vu passer Braise Info. Hein, je pense qu'on n'a pas abordé les médias, mais on peut l'aborder juste pour terminer. Braise Info, qui est un site d'information typiquement bretonne que vous connaissez, tout à fait. Censuré sur Facebook. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, Facebook ne se cache même plus. Ils sont en train de censurer tout le monde. Vous balancez une info, un livre, machin, qui ne convient pas à Zuckerberg et Macron, ça y est, vous êtes censuré. Moi, je suis interdit de live Facebook jusqu'au mois de juillet. Vous voyez, c'est surtout pas. C'est d'une débilité profonde. Et la censure est de plus en plus forte. D'accord. Et ça va aller, si vous voulez, ça va aller de pire en pire parce qu'ils n'ont, si vous voulez, là maintenant, on va être très clair. S'ils sont allés jusqu'à utiliser le système anti-fake news pour utiliser, comment dire, pour viser quelqu'un comme le professeur Raoult, il y aura un coup de vis absolument dans l'après-crise. Ça, c'est certain. Maintenant, n'oubliez pas que les Allemands ont testé les mesures pour les opposants au confinement. Il y a eu des mesures d'internement. Donc, l'Union européenne, ça va être l'épicentre de la régression des libertés publiques dans les mois à venir. Par la psychiatrisation, à mon avis d'ailleurs. Je le crains. Ça a déjà commencé. Les premières arrestations ont eu lieu en Allemagne et en Suisse alémanique. J'ai vu une avocate, hein, j'ai vu une avocate, et en Autriche, hein, toute personne qui s'oppose en fait à la vaccination, là, c'est d'office. Là, on voit les vieux réflexes allemands qui ont repris, quoi. Hein, c'est vraiment. Ouais, c'est quand ça les gratte. Mais bon, ça va. Bon,
on n'a jamais tellement été des pros des bonnes nouvelles, ni vous ni moi, mais là, pour le coup… C'est le moins qu'on puisse dire. Mais au moins, vous savez quoi? Mais au moins, nos spectateurs sont informés. Alors ça, personne ne peut le… Non, mais… Les faits nous donnent raison. Les faits nous donnent raison. C'est ça qui est… C'est ça qui est quelque part extraordinaire, quoi. Et ça prouve juste à nos spectateurs, si vous voulez, que nos analyses sont plus que pertinentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Sinon, de toute façon, on n'aurait jamais autant de spectateurs par définition. Oui, déjà, mais merci à tous. Les gens du Nouvel Observateur ne seraient incapables de réunir autant de monde que vous et moi, par exemple. Ah oui, non, mais merci à tous nos amis. L'exercice d'autofellation. Si on voit le rédacteur en chef du Nouvel Obs se faire une autofellation, je pense qu'il aura beaucoup de succès sur YouTube. Le niveau de la presse française. Oh non, la presse française est tombée bien bas, je vous le dis. Non, mais au début, je ne vous ai pas cru. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est pas. Ils l'ont quoi. C'est énorme. Je ne sais pas si au montage, vous pourriez mettre la photo pour que les gens le croient, quoi, parce que moi, ça m'a parlé. Elle sera en description. Moi, je ne prends pas ce genre de. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, voilà, bon, la gauche libérale. Et d'un côté, Huxley, enfin, si vous voulez, aujourd'hui, c'est terrible, mais on a donné un écho à des auteurs comme Aldous Huxley, comme George Orwell ou comme l'auteur de Fahrenheit. Mais Huxley disait que moins on allait aller vers le sérieux de la souveraineté, plus on allait utiliser la sexualité comme dérivatif pour parler aux gens. Et aujourd'hui, voilà, le Nouvel Obs vous promet des autofellations. Le Monde a, là, j'ai vu une chronique, mon ex, je l'ai viré, il a foutu le feu à mon appartement, que dois-je faire? Enfin, voilà. Si vous voulez, la décadence, c'est horrible, mais on va terminer là-dessus, mais on s'attendait à, si vous voulez, à avoir quelque chose un peu comme le film, peut-être que vous l'aviez vu, V comme Vendetta. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire, on s'attendait à avoir une vraie dictature, on s'attendait à avoir des gens violents, etc. Et en réalité, on a Castaner, quoi. C'est-à-dire que même notre décadence est moche. Vous voyez? C'est-à-dire que, c'est vrai, si vous voulez, vous lisez l'Apocalypse de Saint Jean, vous lisez l'Enfer de Dante, vous lisez Ken le Survivant, et ben vous vous rendez compte qu'on a une apocalypse minable. Voilà. Parce que nous, on a Castaner. Voilà, c'est le. Ouais. Nous, on a Castaner, Pierre-Yves, mais j'ai écrit 777, ne l'oubliez jamais. J'ai annoncé que Benoît XVI se ferait virer et que si mon analyse était la bonne, et je l'ai annoncé un an avant. Donc ça, personne ne peut me l'enlever, celle-là. Dans l'apocalypse, quelque part. On y est. Je vous le dis. Ouais. On y est. Alors, la preuve, c'est que vous en avez parlé naturellement, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ça va, disons que ça va tanguer sévère, et ce que j'espère, c'est que la population, enfin, c'est que les Français vont retrouver, ça c'est mon vieux fond d'espérance gaulienne qui parle, le goût et de l'unité et de l'effort. Ouais. N'oubliez jamais que dans les mémoires du général, c'est la tomaison, l'unité, l'effort. J'attends que vous lanciez votre parti politique, Pierre-Yves. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Nous aurons bien l'occasion d'en reparler, mon cher. Je vous remercie et merci à cher Pierre. Combien de spectateurs on a? Vous le voyez, ça? Vous avez 4657. Wow, on a battu un record, là. Attends, là, on a pulvérisé les records. Et pourtant, ça a été laborieux techniquement. Les mecs du Nouvel Obs. Bon, oui, ma puce. Ben, voilà. Tiens, elle est contente. Ouais, non, les mecs du Nouvel Obs, à mon avis, ils pourraient nous battre quand même avec leur numéro d'autofellation. Il n'y a pas de problème. Ouais, ah bah là, s'ils sortent l'artillerie. Hein. Faudrait demander à Strauss-Kahn, tiens. Peut-être le duo Nouvel Obs Strauss-Kahn, ça pourrait le faire, oui. Non, mais vous savez, Strauss-Kahn, le camarade Charles-Henri Gallois l'avait très bien dit. Dominique Strauss-Kahn a sorti son stylo
pour donner à Emmanuel Macron des conseils, tous plus mauvais les uns que les autres. Iris s'arrête, elle est en train de faire bouger la caméra là, elle fait des câlins. Mais vous voyez, on a même le retour de Strauss-Kahn pour vous dire qu'on est un peu moche. Oui. Je rappelle que le collaborateur l'associé de Strauss-Kahn fait partie des nombreux banquiers qui se sont endormis à côté de la tronçonneuse. Ouais, il a eu un souci, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il avait des chèques en bois coupés. Il a sauté par la fenêtre du 20e étage, je le rappelle, hein, c'est pas des conneries. Fenêtre ouverte ou fenêtre fermée? Je pense que c'était fenêtre fermée. Un homme qui voulait aller au bout de très bonne observation. Il a sauté par les fenêtres fermées. Oui, effectivement. Écoutez, alors sur cette bonne note, merci de m'avoir. Merci à vous, cher Pierre. On a pu faire, c'est pas une revue de presse. On a fait du mieux de notre possible. On a eu des petits soucis au départ, mais c'était pas bien méchant. En tout cas, merci à vous et merci à nos 5000 spectateurs. C'est génial. Attends, c'est énorme. Ouais. Ah, mais attendez, mais vous réalisez pas, je crois. Peut-être pas. Attends, voilà, samedi soir, je vous rappelle. Comment? On est samedi soir, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Non, mais pas, qu'est-ce que je raconte? On est vendredi. On est vendredi, je veux dire, les gens sont la majorité des. Enfin bon, peu importe. En tout cas, merci à vous toutes et tous, vraiment. Iris et moi, on vous embrasse et on vous embrasse aussi, Pierre-Yves. Merci pour cet exercice qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. Là, j'ai déjà une caméra qui fonctionne un peu mieux qu'avant. Donc c'est. Voilà, donc un dernier mot, je sais pas, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je dis merci à tous et à très vite, mon cher Pierre. Merci, à bientôt, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.